Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef d'entreprise, le format du vendredi où l'on explore la face business de la gastronomie. Chaque semaine ici, on rencontre celles et ceux qui imaginent, financent, montent les projets qui nous font vibrer. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Camille Gauzet, cofondatrice du restaurant Beaumaillé qu'elle a créé avec Laurent Kalala. Beaumaillé, c'est un restaurant parisien à part. Le concept est simple, mettre le burger à la sauce africaine. Et franchement, c'est bluffant. Un burger inspiré par le poulet yassa, un autre par la loco, un burger qui rend hommage au garba ivoirien ou au mafé du Sénégal. C'est hyper efficace et l'ambiance est super sympa. On se prend un bon bissap, des frites de patates douces. Bon, vous avez compris. Et Beaumaillé, d'ailleurs, au-delà de ce qu'on peut y manger, c'est aussi l'exemple parfait de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui investit la restauration pour proposer leur vision. Car Camille et Laurent ne sont pas nés en cuisine. Ils viennent d'ailleurs, d'autres milieux, ils ont suivi d'autres formations, ont eu une vie professionnelle avant. Et à l'heure où dans le milieu on regarde parfois d'un œil perplexe ces néo-entrepreneurs, vous allez voir que derrière ce qu'on prend pour un effet de mode, il y a des gens surinvestis, qui ont étudié le secteur, observé ses règles, son exigence, et se sont lancés en connaissant les enjeux du milieu qu'ils adoptaient. Ils ne fuient pas la difficulté du métier, ils l'embrassent avec lucidité, par goût, par conviction. Vous allez donc découvrir l'histoire de Camille Gauzet et par sa voix, la vision aussi de ces jeunes entrepreneurs conscients qui veulent réconcilier plaisir, exigence et viabilité. C'est de ce vent nouveau dont on se parle aujourd'hui. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef d'entreprise, la version entrepreneuriale du podcast Chef, et je vous invite à découvrir maintenant l'histoire d'une des figures de Beaumaillé, garder un pied à Paris et tiens, placer l'autre au Mali. Voici l'histoire de Camille Gauzet. Avant qu'on raconte ton histoire et comment t'en es arrivé à entreprendre et à rentrer dans cette aventure, quand tu parles de ce que tu fais aujourd'hui, quand tu parles de cet endroit, quand tu parles de ce que vous avez envie de délivrer et de partager avec le public finalement et les clients, tu dis quoi pour le présenter et en parler? Quand je parle de Beaumaillé, je dis toujours la même chose et ça n'a pas changé depuis la création de Beaumaillé, c'est que Beaumaillé existe pour contribuer à la démocratisation des gastronomies d'Afrique. Des gastronomies et au sens plus large, des cultures, puisque dans chaque restaurant, dans chaque campagne de marketing, dans tout ce qu'on fait, on met quelque chose en lien avec l'Afrique, que ça soit une histoire en lien avec un pays, que ça soit une gastronomie, que ça soit une maman qu'on va mettre en avant pour telle ou telle raison. Il y a toujours un lien direct, comme si on traçait un trait avec une règle jusqu'au continent africain. Alors raconte-nous, juste pour que les gens se le représentent tout de suite, oui. Qu'est-ce qu'on trouve? Parce que il faut que les gens aillent sur le site avant de venir ici, qui viennent ici évidemment. Il y a 2 adresses Beaumaillé à Paris, oui. Rue de Charonne, où on se trouve actuellement, et l'autre, est-ce que tu peux la donner tout de suite, comme ça les gens le savent? 16 rue de Paradis. 16 rue de Paradis, pas mal. Donc il faut y aller en vrai, mais ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir y aller tout de suite, regardez sur le site et vous verrez ce qu'on y mange. Est-ce que tu peux raconter ce qu'on peut découvrir de la gastronomie ici? Alors Beaumaillé, ça a toujours été de la nourriture fusion. On n'a jamais eu vocation à faire de la nourriture traditionnelle. Donc, on dit tout le temps, on est inspiré d'eux. On s'inspire des plats traditionnels d'Afrique, des gastronomies qu'on connaît, parce que évidemment, il y a un rayon très, très large. Et aujourd'hui, on ne connaît pas encore les plus de 50 gastronomies africaines. L'idée de départ, c'était de se dire que les nourritures africaines sont très peu connues. À Paris, par exemple, il y a très peu de restaurants, c'est 1% des restos parisiens. Dans le reste de la France, c'est encore pire. Et dans certains pays, ça existe à peine. Et autour de nous, je veux dire, moi, j'ai plein d'amis qui n'avaient jamais goûté. Et moi, la première, qui me considère comme une grande foodie, qui adore manger, goûter à tout, qui voyage pour manger. Je pense que j'ai goûté de la banane plantain la première fois à 24 ans. Et quand j'ai goûté, je me suis dit, mais pourquoi j'ai jamais mangé ça avant? Et des gens comme moi, il y en a plein. Et du coup, avec, je dis beaucoup on parce qu'on est 2 à faire ce projet. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour casser un peu toutes les barrières que les gens ont quand ils pensent aux gastronomies africaines. Donc, ils pensent que c'est trop gras, que c'est trop épicé, que c'est piquant. Dans les restos, ils osent pas forcément rentrer parce qu'ils pensent que c'est trop communautaire, qu'ils vont rentrer et puis qu'ils vont connaître personne et puis qu'ils vont rien comprendre au menu et puis qu'ils seront perdus. Et du coup, on s'est dit, on aimerait faire quelque chose à notre image. Donc, on a un univers très street food. Donc un peu plus fusion, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut fusionner, qu'est-ce que les gens mangent le plus. Et à l'époque en tout cas, la réponse c'était le burger. Je crois que ça marche encore aujourd'hui, parce que c'est iconique quand on pense à Beaumaillé. Pour le coup, il y a ce burger
Donc, Oui. inspiré, qui n'est pas un burger traditionnel. Exactement. On n'a aucune recette basique d'un burger. Et donc, chaque burger vient s'inspirer d'un plat. Donc, évidemment, on travaille surtout les sauces et les assaisonnements. Ça reste, ça garde les codes d'un burger. Donc, on a un bun, une viande, une sauce, des condiments. Et on accompagne ça d'alocos ou de frites de patates douces. Et à côté de ça, on fait aussi un très bon poulet frit, des bols qui s'inspirent, à chaque fois qui ont un lien de près ou de loin, forcément. Tout n'est pas inspiré 100% du thieboudienne. Par exemple, les bols, on s'inspire un peu des ingrédients, on crée des choses. Mais il y a toujours un ingrédient en lien avec le continent africain. Et évidemment, le produit star, c'est nos burgers. Nos burgers qu'on a mis, je pense, plus de 6 mois à créer, qui s'inspirent à chaque fois d'un plat en particulier, qui ont tous une histoire. Par exemple, le best-seller, c'est le champion d'Afrique 2022, qui est inspiré du mafé, donc Sénégal. On l'a nommé comme ça parce que le Sénégal a gagné la CAN en 2022 pour la première fois de l'histoire. C'était un moment historique et on avait la chance d'être au Sénégal à ce moment-là. Donc, on a vraiment vécu un moment extraordinaire. C'est le burger souvenir, quoi. C'est le burger souvenir, ouais. Et il est inspiré du mafé. Donc mafé, c'est une sauce à base de tomates et pâte d'arachide. Mais en fait, on met pas un mafé dans un burger. Parce que si on met un mafé dans un burger, on sent rien parce que le bun brioché et le steak Black Angus, ils vont venir effacer complètement la sauce. Donc on s'inspire et après on retravaille la sauce jusqu'à ce que c'est du goût dans le burger. Donc si on met un mafé à côté de notre sauce mafé, ça aura pas exactement le même goût et notre sauce mafé est beaucoup plus relevée pour qu'elle émerge dans le burger. Pour qu'elle existe. Exactement. Comment on arrive à cette histoire? Comment on arrive à Beaumaillé? C'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne. Et comment toi t'en es arrivé là? Est-ce que tu veux bien qu'on remonte le fil et que on comprenne justement comment t'as entamé cette aventure et comment vous l'avez écrite à deux, en duo? Donc on le disait, l'environnement dans lequel t'as grandi, il est loin du continent africain ou de ses évocations ou de sa culture. Est-ce que tu peux nous le décrire? Il est très loin. Je viens du nord de la France. Ah ouais. Donc, j'ai grandi près de Dunkerque. Souvent, ça fait sourire. Mais je vois avec les années... C'est-à-dire que Bamako, Dunkerque, ou c'est vrai que c'est pas exactement les mêmes univers. Mais je vois avec les années... Au début, quand je disais que je venais près de Dunkerque, les gens, souvent, ils rigolaient et ils parlaient tout le temps. Je pense l'effet du film avec les ch'tis. Ouais. Et je vois au fur et à mesure des années que je sais pas si le Nord fait du marketing, ouais. Mais je sens que les gens, ils ont pas les mêmes avis sur le Nord. Bien sûr. Et le premier truc que j'entends, c'est qu'est-ce qu'ils sont accueillants, etc. Donc trendy. Il y a un petit côté un peu comme la Belgique. Et puis même d'un point de vue de la food, c'est hyper dynamique. C'est de plus en plus dynamique. Lille, tout ça. Ouais, complètement. Donc je viens du Nord. J'ai grandi avec une mère qui cuisinait beaucoup, qui était prof, du coup qui avait le temps de cuisiner. Pas que les autres métiers aient pas le temps de cuisiner, mais je veux dire... Bisous les profs qui ont du temps. Non, je sais pas si je devrais dire ça comme ça, mais je veux dire, elle avait les mêmes horaires que moi à l'école et j'ai souvenir de ma mère on mangeait jamais un plat picard, quoi. Tous les soirs, elle cuisinait, tous les week-ends, elle cuisinait. Grande chance. Le midi, je mangeais même pas à la cantine, à mon plus grand désespoir. Je devais rentrer chez moi pour manger. À cette époque-là, je réalisais pas la chance que j'avais et forcément, j'étais attirée par tout ce qui n'était pas bien sûr faim. Bah oui. Mais je pense que ça m'a quand même donné le goût de bien manger, de pas manger n'importe quoi, C'était quoi comme cuisine? Tu te souviens de ce que c'était? Une cuisine traditionnelle, française, ménagère? C'était quoi comme... C'est quoi les hits de ta maman? C'est frites. Ah ouais, d'accord. Des frites maison tous les samedis. Non, c'était assez simple finalement. Je sais pas, elle cuisinait des légumes, de la viande, parfois des pâtes. Ouais. Et elle prenait des cours de cuisine aussi, du coup, je sais plus si c'était le samedi ou vendredi, bref, à chaque fois, on goûtait ce qu'elle avait appris à cuisiner. Trop bien. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, prendre des cours de cuisine, c'est random, mais j'avais quel âge? Il y a 20, 25 ans, maintenant, c'était pas du tout à la mode. Personne faisait ça. Du coup, oui, j'ai quand même grandi dans un environnement où je mangeais bien, je m'en rendais pas compte. Ouais. Je me souviens que... Ouais, c'était ton référent. Je me souviens de trucs aujourd'hui qui me paraissent si nerfs, mais je préférais le jambon Herta au jambon qu'elle allait chercher à la boucherie. Et je dis mais pourquoi je peux pas manger du jambon Herta, quoi? Et des trucs comme ça, il y en a plein. Mais moi, j'ai la même chose avec mes enfants qui peuvent kiffer l'idée d'avoir des raviolis en boîte. Ah oui. J'ai dit mais no way, ça n'arrivera pas en fait. Ouais. Ou ils vont manger chez les copains, ils disent attends c'était trop bien on a mangé ça. Tu dis mais c'est pas bref. Mais la vie est mal faite parfois parce qu'on sait pas la chance qu'on a à ce moment-là d'avoir une mère qui nous cuisine des bons plats tous les jours. Mais rétrospectivement, ça vient après, voilà, c'est ça. La reconnaissance vient après. Ensuite, j'ai grandi
J'ai toujours aimé manger, d'aussi loin que je me souvienne. J'étais très gourmande, donc j'étais très sucre quand même, plus du tout aujourd'hui, mais j'aimais bien manger. Et quand je suis arrivée à Paris, c'était l'Eldorado, quoi. J'arrive dans une ville où je peux manger toutes les nourritures du monde, où il y a des restos à chaque coin de rue. Enfin, je me souviens, j'étais émerveillée. J'avais envie de tout tester tout le temps. Mais tu te projetais comment? T'avais envie de faire quoi? Parce que là, aujourd'hui, tu diriges 2 restaurants quand même, donc c'est quand même un métier, c'est quand même très prenant. Ça exige d'avoir non pas une vocation, mais pas loin. Quand on est jeune et adolescent, on se doit de petit à petit d'affiner un peu la route et de savoir vers quoi on J'allais va. un peu vite. Je suis passée je mangeais bien chez mes parents à je suis arrivée à Paris. Bam. Non, mais t'avais envie de faire quoi quand t'étais enfant? Coiffeuse. Ah ouais? Pendant très longtemps, j'ai voulu faire coiffeuse et c'est une blague avec mes amis qui me le rappellent souvent parce que j'avais Complètement foiré cette ambition. Et je suis allée loin dans mon idée parce que j'avais sauté une classe, donc j'avais 1 an d'avance. Et mes parents m'ont dit, on accepte que tu fasses ton CAP coiffure. Tu fais d'abord une année de seconde, comme ça tu commences pas à travailler à 15 ans, mais à 16. Tu fais une année de seconde et si vraiment au bout de ton année de seconde générale, tu veux faire coiffeuse, on te laisse faire, quoi. Et j'étais bonne élève, mais bon, avec une mère prof qui est là tous les soirs pour qu'on passe ses devoirs, c'est entre guillemets pas surprenant. Et du coup, toute l'année seconde, tous les week-ends, j'arpentais tous les salons de coiffure de la région avec ma mère pour aller déposer des CV. J'étais vraiment déterminée et en fait... Mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui te plaisait là-dedans? Je sais pas. Je voulais être coiffeuse et en fait, tous mes professeurs forcément disaient toujours non, Camille peut faire autre chose, etc. Et j'ai l'impression que plus on me disait non et plus j'avais envie de le faire, quoi. C'était limite devenu mon combat. Après, mes parents étaient assez cool parce que ils me laissaient faire, quoi. Ouais. Ils disaient, Même ils t'accompagnaient. Si tu dis que ta maman, c'est pas rien, si quand même. Si c'est ce que tu veux faire, fais-le, quoi. Et première remise en question de ma vie, je pense, j'ai eu un test dans un salon de coiffure, du coup, pendant 4 jours. Et je sais même plus quel mot a appuyé sur un interrupteur dans ma tête, mais la femme du patron m'avait dit un truc que j'avais pas du tout aimé. Et ça avait fait vriller mon cerveau et j'étais rentrée. Et là, on était en juin, donc j'étais même pas réinscrite dans mon lycée. Et là, je me souviens que je me sentais genre vraiment pas bien parce que je me disais, mince, j'ai plus envie de faire ça. J'arrive pas à expliquer pourquoi. Tu te souviens pas du mot? Non, je pense que elle m'avait grondée parce que je sais plus ce que j'avais fait. Peut-être que j'avais pas dit à une cliente, bonjour à une cliente, mais parce que j'étais dans le fond du salon et qu'elle rentrait et que je ne voyais pas crier un bon. Ouais, un truc insignifiant. Un truc, insignifiant. Vraiment insignifiant. Et blocage. Fin de l'ambition. Ouais. Et du coup, à la fin de la semaine, le patron m'a proposé un contrat que j'ai refusé. Et j'ai dit à mes parents, je veux retourner au lycée, quoi. C'est pas rien, mine, parce que en fait à cet âge-là, refuser un contrat, c'est marquant en fait, c'est mettre la fin complètement à cette trajectoire. Je voulais être coiffeuse, mais depuis des années. Ouais. C'était pas une lubie comme ça. Je vais être coiffeuse, c'était un truc. J'étais sûre de vouloir devenir coiffeuse et j'avais déjà un plan dans ma tête. Et c'est marrant parce que, l'Afrique, honnêtement, je saurais pas dire aujourd'hui d'où ça vient, alors que je sens que j'ai un lien très étroit avec le continent. Mais à cette époque, je me disais déjà, quand je voulais être coiffeuse, je ferais mon diplôme et après, je partirais 6 mois en Afrique pour apprendre les tressages africains. Et je reviendrais et j'aurais ça en plus, je saurais faire ça en plus. Drôle. Et ça, pareil, ça sortait de nulle part. Mais c'est pas anodin parce qu'à cet âge-là, quand on enterre une ambition qui est quand même une projection nourrie, qu'on a dit à ses copains, à sa famille, qu'on a répété pendant des années durant, qu'on a assumé devant des professeurs qui nous disent, non, faut pas faire ça, t'es doué Camille, ça, il y a un monde qui tombe à ce moment-là, quoi. Je pense que c'est la première fois que je me sentis inconfortable, quoi, où je me disais, et je comprenais pas ce qui se passait. Ouais. Je me disais, je comprends pas, j'ai enfin ce que je veux et je veux plus le faire. Et je savais que je voulais plus le faire. Je le sentais à l'intérieur de moi que je ne voulais pas y aller, quoi. Bon. Et vraiment, à cause d'un truc bête, vraiment. On sait pas où ça a résonné, mais ça a bloqué. Exactement. Allez, exit la coiffure, retour dans le cursus en première générale, classique. Ouais. Et à cette époque-là, qu'est-ce que je voulais faire? Je pense que je savais pas trop. J'étais bonne élève, encore une fois, donc tous mes professeurs me disaient d'aller en prépa. Je sais pas, je pense qu'à cette époque-là, j'avais peur de pas avoir le mental pour aller en prépa. Ça me faisait un peu peur, le côté travailler, pas avoir de vie, etc. Et du coup, je suis allée en licence d'économie finance à Lille. Et je suis partie 1 année à Madrid, où là, j'ai découvert la vie. Oui, ça aurait été étonnant que tu dises « Ouh là, je suis plongée dans des bouquins. Pendant 1 an à Madrid, je suis pas sortie. » J'ai vraiment... je pense que mes 2 premières années, j'étais encore jeune. Et Madrid, j'ai l'impression que je suis devenue un peu plus moi-même quand je suis partie à Madrid. Parce que c'était la liberté totale, quoi. Je veux dire, j'avais aucune responsabilité.
J'y vais dans une coloc à, je sais plus, 9-10. L'auberge espagnole. Quoi. Ouais, je rencontrais des gens de partout. Je me sentais bien. J'étais dans un pays où il fait beau tout le temps, où la langue, elle est joyeuse, où les gens sont sympas. Enfin, j'aime beaucoup l'Espagne encore. Avec une culture gastronomique extraordinaire. Ouais, mais à cette époque-là, j'étais pas encore... T'étais pas en mode la tapas, tu te faisais pas voyager. C'était pas, tu te disais pas, je vais là-bas pour ça. Je pense que je passais plus de temps à manger des Burger King et My je ne sais quoi. J'avais 20 ans, quelle honte. Non, le pays des bocadillos, tellement... Ouais. Ah oui, non mais j'en mangeais, mais j'étais pas... Aujourd'hui, si je devais passer une année à Madrid, elle serait totalement différente, quoi. Ouais, j'imagine. Et après ça, je suis allée en école de commerce et mon deuxième rêve du coup professionnel, c'était d'être chef de produit chez L'Oréal. Attends, tu sais quoi, j'ai une pensée pour tous les auditeurs et les auditrices parce que quand même le monde de la gastronomie est cristallisé autour de l'image des chefs. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de ces gens qui investissent cette sphère de la restauration en venant des écoles de commerce à toute cette jeunesse qui ne sait pas ce que c'est que la cuisine. Et moi, je suis très content que justement ces parcours se fassent entendre parce que quelque part, vous entrez dans le jeu avec d'autres codes, avec une autre manière de voir les choses et aussi avec le fait d'assumer qu'un restaurant est une entreprise et que c'est pas grave, ce n'est pas sale comme on disait à une époque et je trouve ça très très chouette et du coup je pense un peu aux auditeurs qui t'entendent et qui disent attends mais qu'est-ce que c'est que cette fille qui voulait faire de la coiffure, qui est partie à Madrid, qui fait une école de commerce, on va en arriver à un restaurant. Oui. Il y a du sens à la fin de tout ça. Il y a vraiment, il se voit pas encore mais il y a un fil rouge. Mais c'est pour ça que je suis très content justement qu'on passe par tous ces chapitres-là. Oui. Donc école de commerce. Ouais, j'étais une fanat de beauté, de skincare, de maquillage, de tout. Et je le suis encore aujourd'hui. Et du coup, je rêvais de travailler chez L'Oréal. Pour moi, c'était l'entreprise dans laquelle il fallait être. Donc, j'ai fait un parcours classique. J'ai fait tous mes stages dans des grands groupes et dans un groupe de beauté qui n'était pas L'Oréal. Et en fait, j'ai fait du coup 1 an et demi en cumulé de stages dans des grands groupes. Et là, j'ai compris que je détestais les grands groupes, que c'était pas du tout pour moi. Camille a besoin d'aller dans des univers pour se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas... En fait, j'avais beaucoup de mal. Enfin, après, j'ai beaucoup appris. Ça m'a appris la rigueur, ça m'a appris à travailler, en fait, parce qu'en fait, quand t'as des stages là-bas, tu travailles. Ouais. Ça m'a appris plein de choses, mais je détestais l'idée d'aller déjeuner avec quelqu'un pour espérer avoir un job derrière. J'étais en mode, mais en fait, moi, ma pause-déj, j'ai envie de déjeuner avec mes copines, quoi. Ouais. L'aspect ultra politique des grands groupes et l'aspect aussi très travailler dans des cases, quoi, de devoir faire valider par des N+8 des détails, de packaging, etc. Ouais. En fait, ça me semblait mais lunaire. Et pour ces deux raisons, du coup, je me suis dit, je ne travaillerai pas dans des grands groupes. Du coup, quand j'ai commencé à chercher un travail, j'ai commencé à chercher dans des startups. D'accord, avec une échelle plus réduite pour voir l'effet de ce que tu avais à faire, avec des process plus courts. Ouais. Et entre-temps, j'ai affiné mes goûts en allant plus chez Burger King. Ah, mais bravo. Voilà, quand j'ai commencé à avoir des salaires, j'ai commencé à voyager. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la food. Enfin, je sentais bien que je choisissais mes destinations en fonction de ce qu'on pouvait manger. Que, en fait, je me préparais des listes en fait, je me préparais que des listes de restos. Je ne préparais pas des listes d'activités ou de monuments à voir. Je me préparais bon indice pour savoir tous les endroits. Et j'adore chercher des restos. J'adore chercher la bonne adresse. J'adore manger dans la rue sans me poser de questions. J'ai jamais eu peur de manger, je sais pas, un truc mal cuit ou autre. Donc voilà, tout ça s'est fait un peu en même temps. Ma première expérience, c'était pour une toute petite marque de lentilles de couleur qui n'a rien à voir. Oh, et j'étais toute seule. En fait, c'était Je suis tellement content d'avoir ce truc sur l'entrepreneuriat parce que ça part de tellement loin, c'est trop marrant. C'était une start-up beauté et la fondatrice voulait créer une marque de lentilles de couleur, mais vraiment pour l'aspect esthétique. Esthétique, ouais. Oui, bien sûr. Elle avait cette idée et du coup, elle m'a recrutée pour juste tout faire. Et j'avais pas d'équipe, j'étais toute seule. J'avais un micro budget, je sais pas, peut-être 2-3 000 euros par mois. Et je me suis occupée de tout, de faire un site, de créer la marque, de créer le compte Insta, de commencer à faire de l'influence. C'était le début à l'époque, donc en fait, ça marchait trop bien dès que je faisais de l'influence, de faire des campagnes mailing, de gérer la logistique. Hyper intéressant. De faire les services clients, tout. Et en fait, j'y connaissais rien en marketing digital. Et du coup, ça m'a mis un pied là-dedans, mais ça m'a mis un pied dans tout. Et à ce moment-là, du coup, au bout de quelques mois, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de tout apprendre par moi-même et de tout faire par moi-même. Avec, bien sûr, j'étais chapeautée par quelqu'un, mais je veux dire, fondamentalement. Oui, c'était toi qui étais opérationnel. Je gérais tout. Enfin, je gérais comment j'organisais mes journées, je gérais mes priorités, je gérais. En fait, quand je savais pas, j'allais juste chercher, quoi. Et à l'époque, il y avait pas de ChatGPT. Et en fait, là, ça a cliqué dans ma tête en me disant, bah, si je peux le faire pour quelqu'un d'autre, je peux le faire pour moi et je vais entreprendre. Et avant ça, donc j'avais, je pense,
23 ans peut-être, j'ai jamais eu envie d'entreprendre. Enfin, quand on parlait des parcours d'entrepreneurs à l'école, etc., ça m'intéressait pas. C'était pas pour moi, pas du tout, quoi. Je me suis jamais dit je vais entreprendre. Et là, ça a cliqué à cet endroit-là. Et je me suis dit, je le ferai. Sur l'idée, c'est-à-dire sans forcément savoir quoi, ni comment, mais par contre, tu t'es dit, ok, j'entreprendrai. Ouais. Un jour, j'aurai un projet pour moi. Et j'ai travaillé quand même pendant 7 ans. J'ai fait 4 boîtes. J'étais une salariée frustrée. Vraiment, j'ai jamais aimé être salariée. J'aimais pas qu'on me dise quoi faire. J'aimais pas, la plupart du temps, être managée. J'ai quand même eu des managers qui m'ont inspirée dans mon parcours entre mes stages, etc. Pas beaucoup. C'est dur d'être un manager qui sait transmettre l'envie, l'enthousiasme. C'est un métier, en fait, de manager. Mais bien sûr. Et puis faire comprendre à l'autre qu'il peut s'épanouir dans un projet qui, de fait, n'est pas le sien, c'est extrêmement compliqué quand on y songe. Enfin, Et donc, oui, tous les 6 mois, 6 mois, 1 an, je changeais de boîte. Je suis restée quand même 2 ans chez My Little Paris, qui était, je pense, après L'Oréal, ma boîte de rêve. Parce que plus petite boîte et hyper créative. Avec des bureaux magnifiques. Et je pense que j'ai postulé à tous mes stages, à tous mes jobs. J'ai postulé toute ma vie chez My Little Paris jusqu'à ce que je sois recrutée. Et donc, c'est quand même une expérience que j'ai beaucoup aimée, où j'ai beaucoup appris, parce qu'ils ont un art du branding et du storytelling qui est quand même assez incroyable. Et puis, c'était un univers que j'aimais beaucoup. My Little Paris, si on peut le repréciser pour les gens, pour qu'on comprenne, parce que il y a c'est à la base, c'est un média qui a grandi grâce à des newsletters. Et moi, j'étais sur la partie e-commerce, donc ils vendent des My Little Box, des box qu'on reçoit tous les mois avec des produits de beauté à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'on reçoit, c'est un peu le cadeau qu'on se fait à soi-même. Donc plein d'expériences, accumulées, pas mal d'années mine de rien quand même là. Pas mal d'années, plein de voyages. Et du coup, au travers de ces expériences, la toute première, c'est avant de travailler, j'ai postulé pour la marque Andy's qui avait lancé un concours à l'époque. Je ne sais plus comment ça s'appelait, la Andy's Academy. Et ils cherchaient des e-commerçants pour ouvrir tout leur pays. Donc, c'est une marque française, ça appartient au groupe Etam. Et ils cherchaient un e-commerce manager pour le Mexique, pour l'Angleterre, pour l'Australie. Et ils ont fait une campagne de recrutement extraordinaire. C'est allé sur 2 mois. On avait plein de challenges. On a dû aller passer des journées en boutique. On a dû créer un pop-up store. On est parti 3 jours à Dublin pour aller dans les locaux de Facebook. Enfin bref, c'était vraiment incroyable. Et moi, du coup, c'était mon premier process de recrutement parce que c'était avant mon premier job. Et c'est là que j'ai rencontré Laurent, mon associé. On était tous les deux sur le même pays, sur le Mexique. Moi, aucun lien avec le Mexique. Juste, je trouvais ça cool. Et Laurent, qui avait travaillé au Mexique auparavant. Donc, je dis pas que c'est grâce à ça qu'il a gagné, mais il a gagné et moi, j'ai perdu. Donc, il a eu le job. Et moi, j'ai pas eu le job. J'ai dû repartir chercher un job. Laurent, qui a toujours dit, à 30 ans, j'entreprendrai. Lui, depuis toujours, il a toujours dit ça. Mais à l'époque où je l'avais rencontré, il m'a dit, à 30 ans, j'arrête, j'entreprends. Pareil, il savait pas ce qu'il voulait, en quoi, mais il savait qu'il voulait entreprendre. Lui, avec un univers beaucoup plus mode. Il a travaillé chez Zara, chez Etam, plein de marques. Et du coup, de fil en aiguille, à force je pense qu'on s'est nourris l'un et l'autre. Moi, à lui faire découvrir plein de restos dans Paris, plein de concepts. À l'époque, c'était aussi l'émergence des Big Mama. Donc, ça remonte quand même maintenant. Mais en fait, Big Mama, je trouve qu'ils ont quand même ouvert la voie sur le fait qu'on peut ouvrir un restaurant sans être chef. Ils ont montré que c'était possible. Et du coup, moi, quand j'allais chez Big Mama, ça mettait des étoiles dans les yeux, quoi. Je me disais, mais waouh, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. En termes d'entrepreneuriat, oui, carrément. Et ouvrir un restaurant, ça a toujours été dans un coin de ma tête, mais pas du tout comme Beaumaillé. Je me disais plus, quand j'étais dans mes métiers de marketing derrière mon ordi et que je faisais des trucs qui parfois je trouvais que n'avaient aucun sens, je me disais un jour, je reviendrai à un truc terre à terre. Je ferai des gâteaux où j'aurai, je sais pas, une petite boutique. Je servirai des trucs bons, les gens rentreront, ils seront heureux, ils repartiront, ils seront contents. Et ça sera ça ma vie, quoi. Concret, hyper terre à terre. Et c'est marrant parce que chez Maïtel, j'ai gardé quand même des bonnes amies. Et elles me le rappellent souvent. Elles me disent tout le temps, mais Camille, c'est ouf parce que quand t'arrives chez My Little, t'as direct dit un jour j'ouvrirai un resto. Alors qu'à cette époque-là. C'était dit comme ça, quoi. Ouais. C'était dit comme ça, mais je le pensais. Je veux dire, j'avais aucune garantie que j'allais le faire je l'ai fait 3 ou 4 ans plus tard. Donc il y a ce duo en fait qui se forme et qui va se suivre en parallèle, toi qui va lui apporter cette dimension et cette passion que tu as pour la food. Ouais. En fait, lui, il a cette motivation aussi d'entreprendre. Ouais, il a cette motivation d'entreprendre. Je vais pas dire que je lui fais découvrir la food,
Mais parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est aussi passionné que moi par la nourriture et il est très présent dans la cuisine, les process en cuisine et les créations de recettes. Mais clairement, j'ai nourri ça chez lui parce que. En tout cas, toi, t'es dans cette dynamique à ce moment-là. Quand je l'ai rencontré, je dirais pas que c'est un foodies, Laurent. Mais bon, il pourrait te mais dire c'est par pas grave, lui-même. on a le droit, c'est très bien de pas être foodie, tu vois. Oui, non, mais oui, complètement. Mais je l'ai engrainé là-dedans et en fait, ça lui a donné lui aussi envie d'ouvrir un resto alors qu'il pensait, je pense, initialement qu'il allait créer une marque de mode, quoi. Et après, les voyages, forcément, on nourrit. Je me souviens, on est allé au Japon et on allait tout tester, quoi. Enfin, on allait manger partout. On mangeait, mais 4-5 fois. Enfin, on mangeait tout le temps, quoi. Et on mangeait, du coup, des petits trucs un peu partout, mais pour goûter, pour voir des concepts, etc. Et moi, je me souviens, j'étais au Japon et je me disais, mais il faut que je revienne avec une idée, quoi. Et en fait, je revenais avec 0 idée et je retournais dans ma vie de salarié. Mais voilà, ça a un peu fait ça pendant toutes ces années. En fait, ouais, il y a un petit parcours où vous faites chacun, en fait, dans votre coin, vos expériences d'un point de vue pas entrepreneurial, justement, mais d'un point de vue de salarié, enfin, de cette expérience du monde du travail, avec quand même ce petit truc en tête. Et l'un et l'autre, qu'un jour, il va falloir ouvrir quelque chose pour vous, quoi, à vous, quoi. Ouais, exactement. Et oui, nos années d'entreprise nous ont, enfin, moi, en tout cas, elles m'ont beaucoup appris. Et je pense que c'était nécessaire. Ça fait maturer le truc. Et puis ça confirme aussi l'idée qu'à un moment, bon, il faut s'en extraire et puis avoir la sienne et puis monter la sienne, quoi. Et du coup, il y a eu le Covid. Moi, je m'ennuyais dans un énième job. Et Pensez pour toutes ces entreprises qui t'ont recruté. Ah oui, j'avoue, c'est pas très cool de dire ça. Non, mais après, je m'ennuie. Ça arrive, je m'ennuie très facilement. J'ai besoin d'être stimulée un peu tout le temps. Et Beaumaillé, je dis tout le temps que c'est le premier job où je m'ennuie toujours pas après 3 ans maintenant. Pas mal, pas mal. T'as trouvé ta thérapie. Exactement. Très bien. Et donc Covid. Il y a eu le concours organisé par la Bao Family qui s'appelait Qui veut ouvrir son restaurant. Donc pendant le Covid, Bao Family, Céline met en place un concours. Exactement, sur Instagram, en disant tous ceux qui ont un projet, en gros, envoyez une vidéo. Et à la clé, il y a un chèque à gagner et surtout un accompagnement pour ouvrir le restaurant. Par qui l'accompagnement ? Par Céline Chung, du coup la cofondatrice de la Bao Family. Ils sont trop forts. Oui. Elle est trop forte. Ils sont trop forts. Exactement. Donc, je vois ça. J'ai dit à Laurent, il faut y aller direct. En fait, à l'époque, je me disais pas, il faut gagner pour qu'on ouvre un resto. Je me disais, ça va nous mettre un pied dedans. On va rencontrer des gens. De toute façon, c'est le Covid. On n'a rien à faire. C'était à l'époque où tout est fermé, tout fermé à 19h. Il y avait rien à faire, quoi. Et je me suis dit, ça va nous occuper un week-end de faire ça. On va créer un concept. On va filmer une vidéo et puis ça va être cool, quoi. Et du coup, Laurent, il dit OK, mais si on le fait, il faut créer un truc vraiment nouveau, quoi. On va pas y aller juste pour présenter un petit truc. Et à ce moment-là, on pense direct aux nourritures africaines. Je sais plus trop pourquoi. Je pense qu'on se disait. Comment ça arrive sur la table, ouais. Laurent a beaucoup de frères et sœurs et il a une sœur, Irène, qui cuisine beaucoup. Et je pense qu'on s'est dit, si on se met sur les nourritures africaines, Irène, elle pourra nous aider à faire 2-3 trucs. Parce qu'il y a une culture, il y a une empreinte, faut le dire. Là, on n'a pas encore dit. Laurent est né au Congo. Et donc, toute sa famille est congolaise. D'accord. Donc, il y a un savoir, une culture gastronomique. Oui, chez lui, chez sa sœur, il mange congolais. Et il est né au Congo, il a grandi en Afrique du Sud jusqu'il soit jeune adolescent, et après, il est arrivé en France. D'accord. Donc, une très grosse culture congolaise. Et donc, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec les nourritures africaines ? Donc, je vais pas me répéter par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est de dire, il faut qu'on trouve un véhicule. Exactement. Et donc là, on pense au burger. Et direct, en fait. On pense au burger, assez vite. Ouais. On fait notre vidéo, on pense à Beaumaillé. Je sais pas, on cherchait un mot et Beaumaillé, du coup, c'est un mot en lingala qui est très populaire parce que ça vient du combat entre Mohamed Ali et George Foreman. Qui a eu lieu dans les années 80, il me semble, qui a eu lieu à Kinshasa parce que Mohamed Ali était interdit de jouer aux US. Le combat a été hyper médiatisé. Mythique. Tout le monde criait Ali Beaumaillé. Et maintenant, c'est devenu un mot un peu de force, tu peux le faire, d'encouragement. Ouais. Et on trouvait que déjà, ça se disait bien, Beaumaillé. C'est pas un nom compliqué. Ça se dit bien en toutes les langues. C'est puissant, solaire à la fois, joyeux. Oui, ça a une histoire forte. Et ce mot de force, on trouvait que ça fitait bien avec le domaine de la restauration. Il faut quand même être fort. Il faut le dire. Et du coup, on monte notre vidéo. On fait des recettes horribles. Je garde les photos de ces burgers parce que parfois je les regarde et ça me rappelle de là où on part, quoi. Et c'était il y a pas si longtemps, c'était il y a 4 ans, je pense maintenant. Ouais. C'est hier, quoi. Mais genre, vous avez fait vos trucs, pour le besoin de ce concours, vous avez... On a acheté des buns, on s'est fait livrer des buns de partout pour essayer d'avoir des beaux buns. Enfin, tu vois, on allait en chercher, je sais pas, dans des boulangeries, sur Internet, on a été chercher des buns partout. Et je sais plus ce qu'on avait créé comme recette, mais je pense qu'on a dû mettre des alocos avec du fromage dans un burger, quoi. On n'était pas
j'ai quand même pas précisé qu'entre-temps, avant ce concours, on s'était engagé dans un CAP cuisine en se disant aussi, c'est bien ça de nous savoir. mettra un pied dedans. Ouais. On n'y connaît rien. Et je sais pas, on trouvait ça fun de passer un diplôme. C'était pas du tout fun, c'était très dur à passer comme diplôme. Et voilà, on a créé des recettes, on a fait une vidéo, on est sélectionné pour la deuxième étape avec la Bao Family, donc on est trop contents. Et la deuxième étape, en fait, on avait 15 minutes, carte blanche, au restaurant Gros Bao au Canal Saint-Martin. Et on était 5 finalistes. Et moi, j'ai dit à Laurent, surtout, on fait pas de nourriture, on cuisine rien parce que ça va nous desservir. C'est horrible ce qu'on fait, ça ressemble à rien. Je suis sûre que c'est même pas bon. Et j'ai dit... Attends, mais vous goûtiez vos thèses, vos trucs? Oui, mais je veux dire, c'était pas du tout à la hauteur de nos ambitions, quoi. Ouais, c'était un jeu. Ouais, et j'ai dit à Laurent, c'est no way. C'était vraiment un grand débat parce que l'équipe du coup de la Bao Family a dit, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez ramener de la nourriture, vous ramenez de la nourriture. Si vous voulez parler, vous parlez. Si vous voulez faire un PowerPoint, faites un PowerPoint. Faites ce que vous voulez. C'est 15 minutes. Et donc, voilà. Et donc toi tu dis il faut surtout pas qu'ils goûtent. Ah non, j'ai dit il faut surtout pas ramener de la nourriture. Et du coup, on prépare un pitch quoi pendant 15 minutes et on explore un peu OK, bah Beaumaillé ça sera ça comme clientèle, on s'imagine là dans Paris. Donc là on est quoi? Ah oui, d'accord, on est sur un pitch d'entrepreneur quoi, vraiment. Pitch d'entrepreneur, vraiment. Sans presse, sans rien, juste Laurent et moi, on part pendant 15 minutes, on a répété évidemment. Moi je répète toujours quand c'est des trucs importants, je répète toujours. Laurent est très improvisation et moi je dis genre never, pas d'improvisation pour ce genre de truc. Et on arrive le jour J et là il y avait face à nous 4 équipes qui avaient 4 ramené de la nourriture. Donc là on commence à flipper quoi, en mode mince, le jury il va tout goûter, il sera trop content, on passait en dernier en plus je pense. Donc en fait ils vont pas kiffer quoi. Et donc là on fait notre pitch sans nourriture et on gagne le concours. Et pendant tout ce process, j'ai dit à Laurent vraiment s'il te plaît, si on gagne on fait pas genre c'est juste pour rigoler quoi. J'étais à des années-lumière. Je sais pas, je me disais, c'est juste un truc qu'on fait pour le fun, pour mettre un pied dedans, pour avoir des contacts. Mais moi, mon projet... Mais par peur de quoi? De pas y arriver? De se mettre pas dans par peur, mais parce que dans ma tête, j'avais d'autres projets. Ouais, et c'était pas le timing. C'était pas le timing. Je me disais, on fera ça dans 5 ans, quoi. Pas tout de suite. Et qu'est-ce qui vous fait gagner à ce moment-là, tu crois? Je pense qu'ils ont aimé l'originalité du projet. Je pense que... T'avais quel genre de truc en face? Sans... Des choses plus classiques, peut-être un concept argentin, un concept autour du riz. Je sais plus trop. D'accord. Et je pense qu'ils ont vu qu'on avait creusé un peu tous les sujets, quoi. Ouais. On visualisait vraiment ce qu'on voulait faire avec Beaumaillé. C'était assez clair dans notre tête ce qu'on voulait. Et il y avait une vision. Ouais, il y avait une vision. C'était projeté. Ouais. Okay. Et je pense que c'est ça qui les a convaincus et aussi le fait que ça n'existait pas. Enfin, je veux dire, un burger africain n'existait pas. Ouais. Il y avait 2-3 restos africains dans Paris, mais ça, c'était jamais vu. Et pour le coup, la proposition, même si, comme tu le disais en introduction, culturellement, la gastronomie, c'est idiot de parler de gastronomie africaine parce qu'on se parle d'un continent et il y a 1000 gastronomies en Afrique. Néanmoins, cette culture globale, elle est pas du tout connue. Mais si tu dis burger africain, tu te dis, ah, ouais, ok, même si je peux voir, tu te projettes, quoi. D'ailleurs, burger africain, c'est un raccourci parce que je dis burger inspiré des gastronomies africaines. Bien sûr. Mais c'est un peu long à dire, mais c'est vrai que c'est un mauvais raccourci parce que tout notre enjeu aussi avec Beaumaillé, c'est de montrer que, en fait, c'est pas une gastronomie. Et on réduit à ça, mais parce qu'en fait, c'est tellement peu connu, je pense, c'est mon point de vue en tout cas, que si on commence à aller dans le détail tout de suite, les gens, ils seront encore plus perdus. Bien sûr. Mais du coup, c'est très réducteur parce qu'en fait, avec entre l'Afrique du Nord, du Sud, de l'Ouest et de l'Est, ça n'a rien à voir. On mange pas du tout les mêmes choses. Et même entre, je sais pas, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, on mange pas du tout la même chose alors que c'est des pays qui sont, pas très loin, je veux dire, à l'échelle du continent. Ouais, bien sûr. Mais voilà, du coup, c'est burger africain, c'est vraiment un raccourci. Ouais, c'est le truc le plus grossier, mais ça évoque un truc quand même. Donc je comprends que ça puisse faire tilter. Ouais. Donc vous gagnez. On gagne. Et là tu te dis non. Et là du coup là du coup je gagne. J'admire facilement des entrepreneurs et du coup forcément j'admirais beaucoup Céline Chung. Ouais. Enfin, c'est pas que j'admire facilement, mais j'étais très j'écoutais beaucoup de podcasts. Qui t'a précédé à ce micro, c'est marrant du coup. Oui. J'écoutais beaucoup de podcasts, je me nourrissais beaucoup du parcours des autres, donc forcément avoir une entrepreneuse comme ça en face de moi et me dire, tellement en inspirant. fait, elle peut nous accompagner pendant 1 an sur tout le projet. Ouais. En fait, je me suis dit, Camille, t'as pas le choix, t'y vas, quoi. Je veux dire, t'auras pas cette opportunité de fois. Tu t'étais pas dit ça avant, quoi. Non. Avant, je me disais, je disais vraiment, je regardais Laurent droit dans les yeux et je disais, si on gagne, on le fait pas. Promets-moi, tu vois. Mais on l'a fait. Et du coup, on gagne. Et je pense que le lendemain, on dit, OK, c'est parti, quoi. Ouais, c'est parti. Notre cerveau était déjà actif, quoi. On réfléchissait déjà
comment on va le faire, Génial. où est-ce qu'on va chercher un local, comment on va chercher un local. Enfin, vraiment, ça allait hyper vite. Je pense Comment qu'on on quitte aussi le la job. vie qu'on mène, parce que là, ouais, vous êtes engagés Oui. tous les deux, quoi. Donc, direct au lendemain de hop, il y a un tilt et vous vous dites, ok, Ouais. on y va, quoi. Ouais, moi c'était pas très compliqué parce que je venais de changer de job il y a pas longtemps, donc j'ai juste mis fin à ma rupture, à ma période d'essai. Pas d'essai, ouais. Et du coup, j'ai eu le chômage pendant 2 ans, donc ça aide quand même. Bien Enfin, sûr. Ouais. Je le dis souvent parce que Mais c'est important, hein. Ouais. Et puis ça sert aussi à ça. C'est aussi des choses. Moi, il y a plein de gens qui disent ah bah oui, merci la France. Bah en fait, déjà on cotise. Ça, c'est voilà, on n'a pas le droit. C'est pas oui, non plus. et sans ça, enfin, je veux dire, on n'aurait jamais pu se lancer. On a eu tous les deux un chômage pendant 2 ans. Ça veut dire 2 ans, on n'a pas la pression de devoir se payer, où on sait comment on paye nos charges. T'as juste un chrono qui te dit que Exactement. voilà, dans 2 ans c'est donc fini. c'est un luxe énorme. Oui, mais alors moi je précise à chaque fois que c'est un luxe. Parce qu'on a travaillé avant. Ouais, Oui. enfin je veux dire c'est pas un truc parce que souvent en France on peut très vite entendre des voix qui disent ah bah oui forcément la France c'est bonheur, vous avez rien à faire et ça tombe bah non en fait déjà d'une part faut cotiser, enfin voilà, c'est Non mais c'est un luxe dans le sens où dans plein de pays ça n'existe pas. On est d'accord. Et du coup c'est quand même un énorme tremplin quand on veut entreprendre. Ouais. Et Laurent était chez Jennifer à l'époque depuis quelques années. Et donc, il a une rupture conventionnelle quelques mois plus tard. D'accord. Donc, je pense, le concours, il était en mai, je crois, avril-mai. Moi, en juillet, c'était terminado. Donc, pas très longtemps après. Et Laurent, je pense qu'en septembre-octobre, c'était fini. D'accord. Donc, dès la rentrée d'après, en fait, vous étiez déjà dans le match. Comment Exactement. ça s'est passé, du coup, cet accompagnement? Quelles ont été les premières étapes? Comment ça s'est passé avec Céline? Est-ce qu'elle vous a suivi? Et autour de quoi ça s'est articulé? Alors, on la voyait une fois par mois. On ramenait toutes nos questions et elle nous débloquait tous les sujets. C'était vraiment ça. Mais elle est trop forte. Faudrait avoir une Céline dans sa vie tout le temps. Ouais. Et la première fois, je me souviens, le premier rendez-vous, c'était peut-être le plus brouillon un peu. Enfin, en fait, par où il faut commencer parce qu'on n'avait aucune idée. Ouais. Et voilà, le premier truc, enfin moi, que je dis souvent, en tout cas quand je rencontre des entrepreneurs aujourd'hui, qui est hyper important, c'est nous, on a passé beaucoup de temps à définir Beaumaillé. Qu'est-ce que c'est? Ça sera quoi le service? Parce qu'en plus on est sur de la street food, donc est-ce que ce sera du service à table? Est-ce que ce sera du emporté? Est-ce que ce sera dans des packaging, à table? Ça sera quoi l'ambiance du midi? Ça sera quoi l'ambiance du soir? Ça sera combien de places? Ça sera quoi notre niveau de prix, notre positionnement? C'est quoi notre cible? Ça sera quoi la marque? Qu'est-ce qu'on veut faire de la marque? Parce que moi j'ai travaillé pendant 7-8 ans du coup en marketing digital. J'avais toujours une forte appétence pour la marque. Et Laurent, pareil, il a travaillé dans le retail, plus en chef de projet. Mais on a tous les deux une passion. Enfin, en fait, on a envie de créer une marque. Ouais. Beaumaillé, demain, on n'a pas envie que ça puisse être que des restaurants. Alors, ça commence par des restaurants et on a beaucoup à faire pour des restaurants. Donc, on va pas créer autre chose avec Beaumaillé demain. Mais ouais. C'est une culture. Tu parles de culture de marque. Tu parles de valeur. Tu parles de définir un ADN. Exactement. Et Beaumaillé, enfin, je veux dire, les projets, on en a des centaines dans notre tête. Enfin, c'est une marque, quoi. C'est pas juste, on veut pas qu'ils se disent, Beaumaillé, c'est un resto. On veut que Beaumaillé, ça soit une marque qui met en lumière les cultures d'Afrique. Et ça nous tient à cœur. Donc, te dire pourquoi, moi, mon lien avec l'Afrique, je ne saurais te dire, mais en tout cas, je le ressens dans mes tripes. Et quand je suis là, cet été, j'étais au Togo. Désolée, je fais une aparté. Non, bien sûr. Et vraiment, quand je suis en Afrique, je sais pourquoi je fais Beaumaillé et je sais pourquoi ça doit exister. Et c'est un truc que j'ai à l'intérieur de moi, quoi. Après, pourquoi, je ne sais pas. Donc, vous avez passé du temps à vous poser 1000 questions qui se résument par c'est quoi Beaumaillé, en fait? Beaumaillé. Et en fait, ça peut paraître être du temps un peu perdu parce que c'est pas palpable. Oui, puis ça peut partir dans tous les sens. Ouais, mais il faut que ça parte dans tous les sens. Mobilier, packaging. Exactement. Pour ensuite recentrer le truc. Mais en fait, savoir ce qu'on veut, exactement ce qu'on veut, après, ça permet de prendre des décisions de manière rapide et efficace. Parce que tu as défini un ADN. Exactement. Et même, en fait, de savoir un peu c'est quoi le positionnement, ça va être quoi le service, etc. Bah, ça aide à savoir dans quel quartier on va être, ça aide à savoir est-ce que ce local, il convient ou il convient pas. Ça aide à savoir quel est l'ADN qu'on va donner pour le lieu, qu'est-ce qu'on veut raconter à l'intérieur, comment ça sera l'ambiance chez Beaumaillé. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que avant de se lancer, avant de chercher, avant de se confronter, il faut avoir une forme de projection. Il y a plusieurs écoles, hein, mais toi, tu es en train de nous dire que la tienne, c'est d'avoir la projection finalement la plus précise possible. Comment sont les locaux? Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? Est-ce qu'on mange sur place? Combien de couverts? Dans quoi on est servi? Toi, tu te fais ton film, en fait, le plus précisément possible. Oui. Après, ce n'est que mon point de vue, mais je pense, en fait, avec une marge de flexibilité, parce que sur les locaux, il peut y avoir des opportunités et dire, OK, je voulais un resto de 30 places, celui-là, il en fait 60, ou celui-là, il en fait, par exemple, ici, Charonne,
On voulait pas un resto qui fasse 15 places à l'intérieur. Ouais. On voulait plus grand que le premier. Mais en fait, il y a d'autres choses qui viennent. Et du coup, il y a quand même un peu de flexibilité. Je dirais il faut 20% faire preuve de flexibilité. souplesse. Ouais. Mais je pense, en tout cas, qu'il faut avoir la vision de ce qu'on veut. Enfin, nous, le fil rouge de Beaumaillé, c'est le même aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Et j'ose espérer que ce sera le même dans 10 ans. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette marque? À quoi elle sert? À qui elle parle? Qu'est-ce qu'elle évoque? Quelle est sa raison d'exister? Enfin, parfois, Beaumaillé, je les visualise, en fait, comme une personne. Ouais. Où je me dis, pourquoi, enfin, c'est bizarre à dire, mais pourquoi cette personne existe? À quoi elle sert? Et qu'est-ce qu'elle raconte, Ouais, quoi. tu caractérises, tu donnes du sens, t'apportes des valeurs. Alors, elle est faite pour qui? On a compris pourquoi elle était faite. Pour éclairer, pour mettre en valeur, pour faire que les cultures gastronomiques qui nous viennent d'Afrique, qui sont inspirées de l'Afrique, soient découvertes et mises en avant. Elle est là pour qui, cette marque Beaumaillé? Alors, initialement, elle était là, effectivement, pour les gens. On s'est toujours dit, Beaumaillé, ce sera une marque pour les gens qui ne connaissent pas les nourritures d'Afrique et qui auront envie de découvrir. Une grosse partie du coup du projet de Beaumaillé, c'est que entre le moment où on a gagné le concours et le moment où on a ouvert, on s'est dit qu'on allait voyager pendant plusieurs mois en Afrique pour nous imprégner, pour découvrir, pour apprendre. Vraiment, là pour le coup, c'était Pour vraiment aller au cœur de cette matière-là, ouais. que de la food, le voyage. On est arrivé, on contactait des gens sur place, de fil en aiguille. De toute façon, plus on connaît de gens et plus on connaît de gens. Donc, de fil en aiguille, on arrive à toucher d'autres personnes. Donc, soit on allait dans des restos, soit on cuisinait avec des mamans, soit on cuisinait avec la cousine de un tel. Entre-temps aussi, en fait, on est parti en créant un petit compte Instagram, petit qui est devenu gros, qui s'appelle The Nasty Belly, et qui était du coup le compte, entre guillemets, de Laurent et moi, où on partageait notre aventure. Et on s'est mis du coup à créer des vidéos pendant notre voyage, jusqu'à ce que ça explose. Pourquoi ça explose? Ça explose. Qu'est-ce qui fait que ça explose? Alors, on part, du coup, ça, pour resituer, c'était en 2021, fin 2021, je pense. On part et on se dit, on va documenter tout ce qu'on voit, tout ce qu'on apprend, etc. On va documenter. Et en fait, la mayonnaise a pris, comme on dit, je pense, parce que, en fait, encore aujourd'hui, il y en a, il y a des comptes fabuleux qui parlent des gastronomies africaines, mais il n'y en a pas beaucoup. Et à l'époque, si je remonte à notre époque, je pense qu'on faisait pas partie des premiers, mais pas loin. Et en fait, on allait au Congo, on allait en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Maroc. Et en fait, on mettait en lumière la cuisine des mamans, quoi. Ouais. On montrait comment on cuisinait vraiment un poulet yassa, comment on cuisinait vraiment un téboudienne, comment on cuisinait vraiment un mafé. Et puis, j'imagine que les gens devaient s'identifier un peu à vous, qui découvriez ça. Enfin, je pense qu'on découvrait en même temps que vous, peut-être. En fait, on a d'un côté Laurent qui est afrodescendant et moi qui suis française, avec des parents français, des grands-parents français, etc. Donc, en fait, finalement, à deux, on réunit beaucoup de monde parce que les gens s'identifient quelque part soit à l'histoire de Laurent, soit à Bien sûr. Donc, moi, oui, qui, entre guillemets, est censé ne rien connaître aux cuisines africaines, et Laurent qui est censé connaître parce qu'il est congolais. Est-ce que vous vous êtes dit, ça, ce petit compte Instagram, par exemple, dans l'aventure, il va nourrir peut-être de l'appétence, une curiosité et en gros, commencer à fédérer une communauté autour de vous? 100%. C'était pas, on n'a pas fait ça au hasard. Pas innocemment. Ok. C'était pas un hasard. Par contre, on pensait pas que ça prendrait autant d'ampleur. Parce que, on a démarré à faire des vidéos, comme n'importe qui. De toute façon, tout le monde part de zéro quand on se met à faire des vidéos. Et en fait, on en faisait beaucoup. Déjà, on était 2. On voyageait. Donc, entre guillemets, on avait que ça à faire. Je veux dire, on n'avait plus de travail, on n'avait plus de job, on n'avait plus rien. C'était la matière de tous Exactement. les jours. Et en fait, ça a mis un petit moment à prendre, mais quand ça a pris, on faisait des centaines de milliers de vues par vidéo. Et là, on a commencé à recruter une communauté qu'on a encore aujourd'hui. Et c'est ces gens, en fait, qui sont là. Il existe encore ce compte? Il existe encore. Malheureusement, on le nourrit plus parce qu'on n'a plus le temps, en fait. Déjà, on a du mal à nourrir le compte de Beaumaillé. Et Nasty Belly, tous les 6 mois, je me dis, je vais le relancer, ce compte. Parce en tout cas, c'est bien qu'il existe encore. On sait que le début de l'histoire, elle est là, quand même. C'est vraiment, mais ça, c'est une erreur de départ. Ne jamais créer 2 comptes Instagram parce que un compte, ça prend déjà beaucoup de temps. Mais 2, ça prend encore plus de temps. Et Laurent l'avait dit au tout début. Et je me suis battue pour dire non, il faut en garder 2 parce que c'est pas la même chose. Beaumaillé, c'est une marque, c'est nos restaurants. On va communiquer sur les restos. Et Nasty Belly, c'est l'envers du décor. C'est la vie de 2 jeunes entrepreneurs qui se lancent. Donc, le jour où on aura, une grande équipe, etc., les 2 auront leur raison d'exister. Mais dans les faits, opérationnellement, c'est... Ouais, il y en a un qui s'est suspendu à la fin de l'aventure, en tout cas de cette petite... Mais du coup, Nasty Belly, on est parti, je pense, avec, peut-être 1000 followers. On est revenu, on en avait 40 000. C'est énorme. Et ça, c'était pas du jour au lendemain, mais presque, quoi. On recrutait.
Et vous disiez que la finalité était de revenir pour ouvrir un lieu? Oui, en fait, dès le début, on a dit on veut ouvrir ça. D'accord. Du coup, on part Et en que c'est Afrique. un voyage, d'accord, un petit On peu. a vraiment, je pense, répété ce D'accord. truc de on va ouvrir un restaurant. Les gens savaient quoi. C'était D'accord. hyper clair. On part en Afrique pour s'inspirer, on revient, on ouvre notre resto. Et donc vous êtes revenu avec une communauté derrière du coup qui Ouais. attend la finalité de cette histoire et de cette aventure. La finalité étant le début d'une nouvelle aventure avec Exactement. l'ouverture d'un restaurant. Ça a été quoi les grands moments à ce moment-là? Il a fallu se trouver déjà un local peut-être? Alors, on avait déjà le local avant de partir. Du coup, on faisait pas rien quand même quand on était en Afrique parce qu'on cherchait des financements à distance. Terrible erreur. My God. C'était horrible. Qui fait ça? Nous, mais c'était vraiment hyper stressant. Je me souviens, j'étais dans des lieux magnifiques, sur des plages complètement perdues de la Côte d'Ivoire. Oui. Et j'étais en panique parce que on a trouvé le local avant de partir. D'accord. Mais on n'a pas trouvé notre financement. D'accord. Et du coup, vous avez dit quoi au propriétaire? Nous on s'en va. Enfin, Après, on était accompagnés par Florian de Foodimo, en agent immobilier. Et je pense qu'il comprenait notre histoire, les gens. Comprenait ce qu'on voulait faire, ils voyaient où on voulait en venir. Mais le voyage, il a duré combien de temps? 3-4 mois, je pense. Ah ouais, donc vous avez trouvé un local, un propriétaire, vous lui avez dit, t'inquiète pas, on part pendant 3-4 mois. Ouais. Mais on n'a pas l'argent non plus, mais on va le trouver. Ouais. Donc vous êtes parti et à distance, il a fallu que tu trouves l'argent? Ouais. Attends, parce que moi, pour entre... L'argent, un prêt bancaire. Ouais, en étant à distance. Ouais, en étant à distance. Ça n'a pas marché. Spoiler. On n'a pas eu de prêt. Donc on est rentré. Déjà, on rentre de voyage, donc fin de la rigolade, quoi. On avait une très belle communauté, on était très contents de ce qu'on avait fait sur les réseaux sociaux et de ce qu'on avait vécu aussi, évidemment. Mais on rentre, on n'a pas de prêt et du coup, potentiellement, on a notre local qui nous passe sous le nez. Mais ouais, puis le propriétaire, il attendait, non? Et nous, on était sur les starting blocks on avait le feu intérieur, quoi. On voulait ouvrir demain, quoi. Mais vous aviez une idée de carte, une idée de ça s'était défini avec le temps passant, ça. Ouais. Céline vous aidait aussi là-dessus certainement sur la définition du sur pas la nécessairement. Carte, pas trop, mais en fait, on est revenu du voyage en Afrique, on a dit OK, on veut un burger inspiré de ça, ça sera ça. On savait exactement ce qu'on voulait faire. Wow. Et du coup, la moitié de la carte, on a commencé à faire des tests nous avec Laurent. Vraiment mieux qu'au début, ça c'était du coup. Mieux qu'au début. En fait, on savait exactement ce qu'on voulait, on savait exactement les goûts qu'on voulait retrouver. Donc, c'était plus facile de s'y approcher. Mais il y a des choses, notre bicep, notre poulet frit, nos claclos qui sont des petits beignets de banane plantain. On a fait des semaines et des semaines de tests. Du poulet frit, j'en mangeais, mais aujourd'hui, je mange plus de viande. J'en ai trop mangé. Ceci explique peut-être cela. Oui. Mais on voulait vraiment pousser nos recettes au max. Et aussi, on avait conscience que on avait beaucoup parlé, beaucoup raconté, et que le revers de la médaille, quand on parle beaucoup, c'est qu'on a intérêt de faire derrière et d'assumer ce qu'on raconte. L'attente. Ah oui. Et que on n'avait pas le droit de se planter. Et du coup, c'était une bonne pression parce que ça nous a mis nos exigences très hautes. Et du coup, pour les burgers, on s'est fait accompagner du chef Ellis Bond, qui lui a pris nos idées et les a transformées en recettes. Plusieurs testings avec lui. Et après, on a commencé à vendre nos burgers sur des events. Donc, de fil en aiguille. Avec la marque, quand même déjà. Et on racontait notre histoire à tout le monde, à tous les clients, en mode, on va ouvrir notre resto. Ça, c'est la V0 de nos recettes. Ils payaient. Et dites-nous ce que vous en pensez. Et avant ça aussi, j'ai oublié de préciser, on a fait une semaine de testing gratuit chez Jennifer. Donc là où travaillait Laurent avant, où tous les midis, on servait un burger à 100 personnes. Avec un Google Sheet à côté. Il mangeait gratuitement et il répondait à toutes nos questions. On avait au moins 25 questions en mode qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous connaissez les nourritures d'Afrique? Est-ce que c'est assez pimenté? Est-ce qu'il y a assez de goût? Hyper malin. Et c'était qui, des clients ou des employés? Des employés. On était leur cantine pendant une semaine. En gros, ils s'inscrivaient. On pouvait faire jusqu'à 100 burgers. Donc là aussi, on apprenait, nous, à... Hyper malin comme idée. Ah oui, non, mais c'est des moments, vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie. Enfin, j'allais, je sais pas, genre, le dimanche, j'allais chercher 30 kilos d'oignons au marché à côté de chez moi et je passais mon dimanche à couper les oignons. Enfin, c'est des trucs. Parfois, je me dis, mais comment j'ai dû faire ça? Mais c'est c'est génial. C'est ce qui a construit Beaumaillé, c'est ce qui a construit l'histoire de Beaumaillé, c'est ce qui a construit les recettes. Et donc vous avez vous êtes revenu de votre voyage, vous avez dit à tout le monde, on va ouvrir, vous continuez dans l'action d'une manière ou d'une autre sur des événements, là tu le dis, en proposant à une marque de nourrir ses employés, c'est génial, en échange justement de retour, tout en continuant à dire, bientôt ce sera pour de bon. Bientôt, mais on n'avait pas de date. On disait tout le temps bientôt, mais oui, on n'avait pas de date. Un propriétaire qui attend que vous lui disiez OK. Alors entre-temps, il y a eu un moment où on a perdu le local, je crois. Et du coup, on s'est mis d'accord sur une location-gérance avec option achat. Donc, il y a un très bon moyen de démarrer. Parce que du coup, ça permet de pas racheter le fonds de commerce tout de suite. On verse une sorte de redevance tous les mois qu'on paye. Donc, c'est un peu de l'argent de perdu. Mais nous, en fait, sans ça,
on n'aurait jamais pu se lancer probablement. Du coup, c'est un moindre investissement, bien moindre investissement, mais ça va vous permettre de tester et de fait de ce test de convaincre d'éventuels financeurs, donc des banques. Quand on allait voir les banques, du coup, on avait contacté les banques avant notre voyage. On est parti en les ayant déjà rencontrés. Ouais. Mais après, c'est quand même long les process avec Bien les sûr, banques. ouais. Et en fait, Donc finalement, vous avez ouvert Oui. sans être chez vous. sans En chez louant. nous. Exactement. Ok. Et à l'époque, les banques nous disaient, en fait, ils y connaissaient rien aux nourritures africaines. Un burger africain sorti de nulle part par deux personnes qui sont pas chefs, qui ont des ambitions astronomiques, mais qui sont personne. Non, mais en fait, C'est quoi les ambitions astronomiques? Qu'est-ce que tu mets derrière une ambition astronomique? Ça veut dire quoi? bah, un business plan ambitieux, un business plan optimiste déjà. Ouais. Ça, c'est un retour qui m'a marqué. Un jour, on m'a dit, on vous donne pas de prêt, vous êtes trop ambitieux. Et ouais. Donc, entre guillemets, déconnecté de la réalité. Et en fait, moi, je me disais, mais il faut être ambitieux pour entreprendre. Je Oui, dis mais tout souvent, le temps, on te dit dans le business plan, moi par exemple, je suis de l'autre école. Moi, quand je fais mes business Ouais, plans, je sais. je dis, allez, bam. enfin, je dis, je sais, non, Au je pire, sais pas, si mais ça passe au pire, oui, c'est que c'est bon. c'est ce que Laurent me dit tout le temps. Parce Moi, que je fais tout le temps ça. moi, je suis sur la partie du coup des chiffres, etc. Et il me dit tout le temps, fais un plan B pessimiste. Et moi, je dis tout le temps, mais en fait, si on est pessimiste, on n'y va pas. Il faut être optimiste. En fait, Oui, mais c'est pessimiste en mode Non, mais si je ça sais. passe en étant dans le bas, ça veut dire que c'est bon. Je sais, mais je fais jamais de... Et C'est bon, drôle. À force, Ok. j'en fais parce que j'ai pas le choix. Ouais, Mais ouais. je veux dire, C'est pas ton je truc. ne pars jamais d'une vision pessimiste. Ouais. Je ne pars jamais de chiffres à la baisse. En fait, je suis en mode, j'y crois à Ouais, 2000%. putain, je comprends. Et Ouais, mais c'est et une je histoire vais de pas- tempérament. je vais pas m'engager dans un truc en disant, de manière pessimiste, non, en fait, Oui, mais si ça passe quand Oui. c'est pas bon, ça passera pas. je comprends. Non, mais je comprends. Mais c'est pas ton truc. Ouais, non, Ok. pas du tout. Donc, en fait, vous ouvrez quand même. On ouvre. Et alors pardon, mais raconte-nous parce que c'est quand même toute une aventure. C'est Ouais. ce duo, c'est la découverte d'une culture, c'est un projet avec plein de rebondissements. Vous ouvrez, c'est quoi les souvenirs que t'as de ce moment-là justement? Les souvenirs, je vais balancer quelques souvenirs comme ça. C'est moi en train de pleurer à 11h30 parce que je me dis on va se faire défoncer, on va pas savoir faire. Quoi, le jour de l'ouverture? Pas le jour de l'ouverture. Mais en fait, au début, on a recruté personne. Enfin, si. Non, on a recruté un chef. Un chef avec une petite équipe en cuisine. Et Laurent et moi, on pensait qu'à 2, ça allait être suffisant en salle. Déjà, on pensait que du coup, que travailler 7 jours sur 7, 24 midi soir dans un resto, Ça allait aller. ça allait être tranquille pendant 1 an, on allait pouvoir tenir. C'était pas, donc, grosse erreur. Donc, le midi, on n'était qu'à 2. Le midi, tous les travailleurs qui viennent, etc. Et donc ça, c'est un souvenir. Je me souviens, je savais que le service allait arriver. Je savais qu'on n'allait pas savoir gérer parce qu'il y avait trop de flux par rapport à ce qu'on était capable de faire, quoi. Et que, en fait, que j'allais délivrer un truc qui allait pas être à la hauteur de la qualité qu'on voulait. Donc, et je pouvais rien faire parce que j'avais pas de gens. Enfin, en fait, on recrutait, du coup, on s'est mis à recruter au bout de, je sais plus, une semaine en mode, on a compris que, de temps en temps, on avait besoin de dormir, qu'on pouvait pas être H24 au resto et qu'il nous faut des gens parce que le service est pas qualitatif parce qu'on est qu'à 2. Donc ça, c'est un souvenir. Le deuxième souvenir, c'est les premiers week-ends d'ouverture où il y avait jusqu'à 1h30 de queue devant le resto pour venir manger un burger. Et moi, je me disais, mais c'est, enfin, vraiment, je me disais, c'est incroyable. J'avais même pas les mots pour décrire ce qui se passait, quoi. Parce que, ok, on a construit une marque, ok, on a raconté plein de trucs, ok, on a travaillé nos recettes, mais ça reste un burger. Enfin, je veux dire, j'ai rien inventé. Les gens venaient manger un burger frites. Et je me disais, mais ces gens attendent pour manger un burger, quoi. Et alors attends, cette queue, c'est hyper enthousiasmant. Ouais. De gens qui attendent pendant 1h30 pour découvrir. Ouais. Il y avait qui? Il y avait ces gens qui depuis le début vous suivaient, non? Ouais. Il y avait tous ces gens de cette communauté que vous aviez levée, de cette histoire Ouais. que vous aviez racontée. Il y a eu 2 choses. Il y a eu donc notre communauté et encore aujourd'hui, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une personne au restaurant qui me dit ah, j'ai suivi votre voyage et tout, continuez comme ça. Et en vrai, j'essaye de le dire souvent sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai. Enfin, les réseaux sociaux, on pense que c'est que des chiffres, que c'est que derrière l'écran, etc. Mais moi, en tout cas, ça me porte. Mais en fait, je ressens la force des gens, quoi. Ouais. Et je veux dire, toutes les semaines, j'ai des gens qui viennent parce que forcément, moi, je les connais pas, mais eux, ils me reconnaissent parce que je suis beaucoup apparue, ma tête est beaucoup apparue sur un écran. Et ouais, au début, notre communauté nous a soutenus à 2000%. Mais je veux dire, même avant, on a fait une petite campagne de crowdfunding et il y a plein de gens qu'on connaissait pas qui ont participé, quoi. Ouais. Et ouais, je pense la moitié, c'est notre communauté qui vient, qui dit trop bien, on a trop aimé vos vidéos, machin, vraiment qui adhère au projet. La force que ça donne. Ah, c'est inestimable. Et je dis tout le temps,
Et bien sûr, il y a notre communauté, mais il y a aussi les gens qui nous entourent. On a eu aussi des investisseurs au début qui nous ont, enfin, nous, on n'avait pas d'argent quand on a démarré avec Laurent. Enfin, on avait quelques Donc quoi, économies. Love Money et, enfin, l'entourage et des prêts bancaires, au final, après. Ouais. Nous, on a mis toutes nos économies pour voyager et voilà, on n'avait plus grand chose à mettre dans le projet. Donc voilà, il n'y a pas que la communauté, il y a aussi les gens qui nous entourent. Mais oui, les gens, ils portent Beaumaillé avec nous, quoi. Enfin, c'est nous à la tête, mais on a quand même un élan qui vient d'en dessous et qui nous fait gravir des montagnes, quoi. Et du coup, il y a moitié ça et à moitié, le guide ultime est passé un jour avant l'ouverture. Ils ont fait une vidéo qui a fait, je pense, plus d'1 million de vues. C'est la première fois qu'on parlait des burgers africains sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'était vraiment moitié-moitié. Moitié notre commu et moitié répercussions, retombées du guide ultime. Trop fort. Ouais. Et après, le midi, forcément, toute la clientèle du quartier, où il y a un truc nouveau, ils veulent manger. Difficulté, au début, tu le dis, pas prévu, sous-staffé, très classique, hein. Ouais. Céline, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est ça aussi l'histoire, c'est de se dire très vite, oh là là, il faut qu'on recrute, il faut recruter, parce que est-ce que c'est vertigineux, est-ce que c'est impressionnant, est-ce que tu te dis, non, mais pas de problème, on va grandir, on va grossir, parce que très vite, tu passes de j'ai une idée à mon idée est concrète à, en fait, je suis chef d'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a une différence et on met du temps peut-être à habiter cette fonction. Ouais, 100%. Et le recrutement représente cette fonction. Hop, une mise à distance un peu. Il y a plusieurs sujets dans tes questions, je pense. Moi, quand je repense au début, je pense que pendant 6 mois, j'étais nourrie à l'adrénaline et du coup, je me sentais un peu capable de tout, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, je dormais pas, j'étais pas fatiguée. Ouais. Enfin, il fallait faire de toute façon. Et les 6 premiers mois, je pense qu'on était dans une optique de, il faut montrer que ça marche, il faut prouver que ça marche Beaumaillé et que c'est pas juste, enfin, prouver aux autres comme à nous-mêmes, quoi. Juste se dire, sûr. On a eu l'idée, maintenant on valider le truc, que ça fonctionne, quoi. Notre seul focus c'était le CA. Donc la dimension, on est chef d'entreprise et on devient des gestionnaires d'entreprise. Je pense que j'ai commencé à la voir 1 an après l'ouverture de Beaumaillé, ce qui est très tard. Là, l'idée c'est de produire, quoi. Ouais. Focus CA. Donc ça veut dire nos priorités c'était être au resto pour que tout se passe bien. Faire du contenu sur les réseaux sociaux pour continuer de alimenter la machine et juste être OK, je sais pas, qu'il y ait assez de trucs dans les frigos et recruter aussi au fur et à mesure. Après, au début, on a quand même recruté un chef très qualifié, plus qualifié que ce qu'on avait réellement besoin. Ouais. Mais j'ai pas de... Pour vous rassurer? Ouais, parce que nous, on n'y connaissait pas grand-chose. Ouais. Même si on a quand même fait des stages dans des restos, on a passé notre CAP, on a fait beaucoup d'events et du coup, nous, on s'est toujours dit nos recettes, c'est les nôtres. Si demain, quelqu'un part, etc., si demain, il n'y a plus personne, on est capable de servir. Mais on a pris un chef et du coup, qui lui a recruté des gens de son réseau. Donc, en cuisine, on était capable d'envoyer, quoi. Même si, je me souviens, les premiers samedis, mais la cuisine, c'était un tsunami, quoi. C'était je pense, le premier, au début, on était ouvert 7-7. Et genre, le premier lundi, on a dû fermer parce qu'on avait juste plus rien. On avait plus de prod, on n'avait plus rien, quoi. C'était vide. Enfin, tout partait. Mais c'était plus en salle. Du coup, ouais, on devait recruter au fur et à mesure. Ouais, avec le flux, faire avec ce flux, quoi. Ouais, exactement. Et là, ouais, on recrutait vite et on recrutait que dans notre réseau Instagram. On mettait des stories, les gens nous contactaient et en fait, on se posait pas la question 2 fois. On avait besoin de gens, quoi. Qu'est-ce qui fait que t'as basculé? Tu parles de cette première année, du coup, la charnière, elle se fait comment au bout d'un an? Comment vous prenez ce recul et comment vous commencez à... Alors, on prend le recul par la force des choses. Quand on commence à avoir des problèmes, on est obligé de mettre son nez dedans. Ouais. Donc, on a ouvert en octobre 2022. Ouais. Vraiment, c'était le feu. On a fait plus d'1 million sur la première année, sachant qu'on a un resto de 30 places. Donc, c'est énorme. En fait, vu qu'on ne connaissait que ça, on se rendait même pas compte que c'était beaucoup. Mais du coup, qui dit gros CA, dit aussi grosse charge derrière. Donc, on avait une masse salariale, mais complètement déconnante. Ah ouais. Mais il y a des trucs, des trucs qui paraissent cons, mais je veux dire, moi, quand j'ai, fait ma grille de salaire, etc., j'avais même pas conscience qu'on payait les heures supplémentaires dans un restaurant. Donc, en fait, on avait des trucs, mais qui s'étaient l'envolé. Ah ouais, non, mais à donc, l'époque, du coup, quoi, à la fin de l'exercice, vous vous rendez compte que vous avez fait un CA énorme, c'est super, mais qu'en fait, au final, vous êtes... Il reste pas grand-chose. Ouais. Il reste pas grand-chose. Après, ça veut dire qu'il reste quelque chose quand même. Déjà, c'est pas mal. Pas comme si tu me dis, c'était dû à plein de facteurs et je pense que j'avais pas le choix que de passer par là. Enfin, je veux dire, il y a aucun livre qui me l'aurait appris. C'est dans les galères qu'on apprend. Enfin, c'est terrible parce que les galères, elles sont dures à vivre. Ouais. Mais en fait, il y a qu'en se prenant des gros coups de pelle comme ça qu'on apprend. Ok, ça, on ne le refera pas. Donc, ressources humaines, la masse salariale. Ouais.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui... Après, ma salariale, encore une fois, on n'avait pas le choix non plus qu'à l'époque de... Non, mais moi, j'ai pas, faut le faire pas en de connaissance. regret. Ouais, mais oui, c'est sûr que c'est un... Je pense que Ça se pendant prévoit. 6 mois, tant que j'arrivais à tout payer et qu'il restait de l'argent à la fin du mois, je regardais même pas ce qui se passait dans mon compte en banque, quoi. Je me dis, mais la naïveté et le luxe aussi de pas avoir besoin de comprendre ce qui se passe. Ouais, bien sûr. Mais j'y étais à des années-lumière, quoi. Du coup, il se passe 2 choses. En mai, du coup, de la même année, on ouvre dans un food court à La Défense parce qu'on a l'opportunité qu'avec Laurent, on est propulsé, on a du feu à l'intérieur de nous, quoi. On y va. Et on se dit, ah, bah, trop bien, au bout de 6 mois, on peut ouvrir un deuxième spot. Allons-y. On se pose pas de questions. On finance tout avec notre trésor. Mais l'erreur, terrible. Ah ouais. Ça, je l'ai déjà entendu. Il y a des entrepreneurs qui m'ont déjà dit ça. Non, mais vraiment, Appuyez-vous sur des prêts si la banque vous suit, bordel. Oui, mais à cette époque-là, j'avais pas du tout. C'est normal, Je c'est savais normal. même pas que chaque euro comptait dans la restauration. Et je suis très contente de l'avoir fait parce que ça nous a appris à ouvrir une deuxième adresse. Ça nous a appris que les food courts, c'était pas pour nous. Aujourd'hui, enfin, je veux dire, des opportunités d'être dans des food courts, on en a plein. On dit tout le temps non. Pourquoi? Aussi alléchant que ça soit. Parce qu'on n'est pas chez nous. Nous, Beaumaillé, c'est un lieu, une ambiance, un service. C'est pas juste ce qu'il y a dans l'assiette. C'est pas juste un burger dans une boîte. Et dans un food court, tu peux pas l'imposer. Tu peux pas tisser ton ambiance. Tu peux pas la raconter parce que t'as l'autre à côté qui vend des tapas, la pâtisserie en face, le machin. On sait même pas qui est notre client. On peut même pas parler à notre client. Moi, je suis au resto ici, je parle aux gens. Je demande ce qu'ils pensent. Quand je vois qu'il en reste dans l'assiette, je demande pourquoi. Ouais. Food court, ils prennent, ils s'en vont, ils sont sur une grande table, ils sont plus avec toi, ils sont à 50 mètres. Donc, parce qu'on n'est pas chez nous. 2, parce que financièrement, c'est alléchant parce que ça coûte pas cher à ouvrir. C'est clair qu'on peut ouvrir un resto en 1 mois, ça va vite. Mais il y a beaucoup à la fin, je trouve qu'on est moins rentable sur un food court que sur un resto. Ah oui. Parce qu'il y a plein de frais cachés. En fait, on paye un loyer, mais il y a X% qui part par là, X% qu'on a, il y a plein de trucs cachés. Mais ouais, le plus gros point, c'est on n'est pas chez nous. Et en fait, l'expérience qu'on offrait, elle était pas l'expérience Beaumaillé. Et ça a marché ou pas? Ça a marché les premiers mois. Après, on est tombé pendant l'été à La Défense, donc il y avait plus personne. Donc non, il y avait des mois où on gagnait de l'argent, des mois où on en perdait. Là, vous êtes jeté dans ce truc et il y a une forme de précipitation un peu. Ouais. Et c'est surtout que c'était à La Défense. Donc en fait, on perdait beaucoup de temps. Ah non, mais moi, j'y allais moins. Laurent, quand il y allait, il passait une journée entière, quoi. Rien que pour faire le trajet, ramener c'est pas des trajets en métro, c'est des trajets où il faut ramener des trucs parce qu'il manque des trucs là-bas. Et en fait, le fait ici, nos restos, je veux dire, on n'est pas tous les jours, mais pas loin, quoi. On y est tout le temps. On passe tout le temps, on connaît nos équipes, on leur parle tout le temps. On sait ce qui se passe dans nos restos, quoi. Quand c'est à La Défense, en fait, on perd le lien. Puis on perd le lien, du coup, on perd la qualité. Et en fait, petit à petit, ça se dégrade hyper vite. Donc vous êtes dit, faut sortir de ça. Faut sortir de ça. Et du coup, on est resté 6 mois. Et après, on a trouvé tous les moyens possibles pour rompre le contrat. Mais ça nous a appris à ouvrir une deuxième affaire. Et je pense que Sharon, du coup, où on est aujourd'hui, qui est ouvert il y a 8 mois maintenant, on n'aurait pas réussi à l'ouvrir aussi bien si on n'avait pas eu cette expérience. Ça nous a vraiment appris à, il y a combien de temps de formation pour que les gens, ils puissent être seuls, quoi, qu'ils aient plus besoin de nous. Je veux dire, à La Défense, on les a lâchés au bout de 1 mois en cuisine. C'était pas prêt, c'était trop court. Et du coup, encore une fois, grâce à notre communauté, on savait, on recevait des messages sur Insta en mode, je connais Beaumaillé, 16 rue de Paradis, je suis à La Défense, c'est pas pareil, c'est pas le même goût, etc. Donc, on a cuté. Et deuxième erreur magistrale, on a fermé pendant 3 semaines en août de la première année. D'accord. Le restaurant rue de Paradis. Au début de l'ouverture, on s'est dit, on va fermer en août, comme ça c'est facile, tout le monde part en congé en même temps. Et nous, on se repose parce que juste, en fait, on va pas tenir, quoi. Donc, encore une fois, j'ai pas de regret. Peut-être que je serais morte de fatigue si j'avais pas pris 3 semaines en août. Mais en tout cas, rentrer 0 € dans son restaurant pendant 3 semaines et se retrouver à la fin à payer des salaires et tout ce qui suit, on a mis des mois à s'en remettre. Vraiment des mois à s'en remettre. Et ça a vraiment fait une cassure, en fait. Je sais pas, on a mis du temps je sais pas comment expliquer, à relancer la machine, à se remettre dedans. Coup dur, c'est un coup dur, en fait. Ouais, financièrement. Et donc, je pense que c'est à partir de là, donc septembre, donc à peu près 1 an après. Et en même temps, on a eu un prêt d'honneur, je pense, dans ces eaux-là par PIE. Et du coup, on a été accompagné sur la gestion financière par une personne qui s'appelle Monsieur Rançon, que je cite parce qu'il est, encore aujourd'hui, il nous accompagne 100% bénévole, alors que le programme PIE est terminé et je le vois très régulièrement. Et c'est vraiment lui qui m'a donné la conscience de
fais des tableaux, suis ton euro au quotidien, t'as une trésorerie, ça se prévoit, tu dois faire des plans de trésorerie. Et en fait, qui m'a forcé à mettre le nez dedans, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, j'adore faire ça et ça me Ouais. passionne. Et je fais pas tout le temps, mais je veux dire, chaque mois, une fois qu'un mois est passé, je le fais direct. Enfin, je regarde ce qui rentre, ce qui sort, où est-ce qu'on doit s'améliorer, quels sont les ratios qui sont pas bons, quelles sont les dépenses qui sont inutiles. Et en fait, ça me force à construire notre business model, à construire ce que c'est Beaumaillé, mais pas sur la marque, donc pas sur ce qui se voit, mais dans son squelette, quoi. Exactement. Donc, c'est nécessaire. Mais ouais, ça a été les deux éléments qui ont fait changer. Enfin, en fait, je dis tout le temps, on est passé de rêveur. On a rêvé notre projet, on a rêvé Beaumaillé. On a vécu un peu notre truc cool avec le voyage, la communauté, etc. C'était sympa. Après, on est devenus des entrepreneurs, on est devenus des entrepreneurs, on a ouvert notre boîte. Et après, on est devenus des restaurateurs et des gestionnaires d'entreprise. Et vraiment, notre quotidien, c'est beaucoup plus être des gestionnaires et des restaurateurs. Après, on entreprend forcément parce qu'on est à la tête de ça. Mais bien sûr. je trouve les premières années, en tout cas, encore une fois, c'est mon point de vue, mais je trouve que les premières années, elles sont quand même très opérationnelles. Et j'ai la conviction que, enfin, parfois, j'ai quand même une frustration de me dire, mais si on avait plus d'argent, si on avait plus d'équipe, enfin, tout ce qu'on ferait, parce que on est tous les deux des créatifs et des passionnés de marque. Enfin, vraiment, des idées pour Beaumaillé, on en a plein. Et parfois, je suis frustrée de me dire, mais on pourrait faire tellement. C'est très dur pour un entrepreneur, un jeune entrepreneur de se dire, je vois exactement, ou pire, quand les gens te disent, mais tu sais, tu devrais faire ça, et que tu sais que tu veux le faire, et tu dis, mais t'es gentil, mais j'ai ou pas le temps, ou pas l'argent, parce qu'en général, c'est un de ces deux vecteurs qui bloquent. Quand on a l'argent, on a l'équipe qui va avec, et quand on a l'équipe, on a le temps. Tout est lié. Par rapport aux chiffres que tu disais, parce qu'il y a un paradoxe qui est intéressant et que tous les entrepreneurs connaissent, et je pense qu'ils se reconnaîtront là-dedans, c'est ce truc qui fait qu'au début, on peut se dire, cette partie-là, ça ne m'intéresse pas du tout. Néanmoins, quand tu commences à te mettre dedans, à comprendre et à voir un petit peu comment s'actionnent les flux et quelles sont les mécaniques, ça devient intéressant et tu te prends au jeu parce qu'en plus, c'est ton bébé. Ouais. Donc, il y a quand même un truc de, c'est assez agréable. Tu utilises des outils particuliers, toi, là-dedans, ou t'es en mode tableau Excel avec tes formules? Au début, c'était surtout un manque de temps parce que moi, j'ai toujours été une fanat de chiffres. J'ai fait une licence d'écofinance. J'ai toujours aimé les maths. Tous mes métiers, c'était en lien avec l'acquisition. Donc, par exemple, chez Maïtel Paris, j'avais 1 million de budget annuel et c'était comment je les répartissais, qu'est-ce que je fais comme ROI. Enfin, je faisais quand même déjà beaucoup d'analyses, etc. Donc, j'aime bien ça. J'aime bien, je sais pas, comprendre ce qui se passe, quoi. Au début, mes outils, c'était les outils que Monsieur Rançon me donnait. Donc, j'ai un peu commencé à travailler avec ces tableaux Excel. Après, j'ai commencé à faire les miens. J'utilise aussi Penny Lane qui permet un peu d'automatiser tout ça. Qu'est-ce que tu automatises avec Penny Lane? C'est connecté directement au flux bancaire et du coup, ça met un peu des étiquettes sur chaque type de dépense. Ok, tu vois tes flux. Ouais, tu vois tes flux. Et aujourd'hui, j'ai des tableaux Excel que j'ai construits avec ChatGPT et qui sont un peu automatisés aussi et qui me permettent de faire des analyses assez rapides. De l'analyse donc, c'est-à-dire que non, en fait, ça fait pas d'analyse, pardon. Ça me met des tableaux hyper clairs tout de suite. Et derrière, moi, je fais l'analyse. Et ça te fait sortir les indicateurs. T'as mis des formules qui te font. Ouais. Et en fait, c'est pareil, tout est relié à mes flux bancaires. Donc, je télécharge mes flux bancaires. J'ai mis plein de formules pour. Mais en fait, avec ChatGPT, c'est devenu hyper facile parce que moi, je suis pas du tout une geek d'Excel à la base, mais de mettre des mots clés et du coup trier un peu tous ces flux. Ça, c'est génial parce qu'on est quand même passé d'un truc où tu mettais égal, somme, nani nana, où tu devais rentrer toute ta formule en mode prends K2, tu le divises par F3, tu nani nana, et parfois tu te plantes. Moi, il y a des fois où je suis sur des trucs où je me dis putain, mais en fait non, la variable elle a changé là, donc ça marche plus. Et c'est ça. Et ça fait une semaine que tu dis ben non, regarde, ça passe. Et en fait non. En fait, ChatGPT aujourd'hui, tu peux lui dire je voudrais que tu calcules la diff, et il sort les formules, t'as plus qu'à rentrer le truc. C'est trop bien, j'adore ces tableaux, je vois un peu comme un jouet. C'est un jeu, je comprends. Et du coup, je sors mes tableaux, première semaine du mois d'après, je fais mes petites analyses, je partage à Laurent. Et vous naviguez, et on avance comme ça, Vous naviguez, ok. Ouais. Comment s'est passée l'ouverture du deuxième? Quel effet ça t'a fait? Donc c'est celui-ci. Le deuxième, Sharon, du coup, qui est très très beau. Il faut venir parce que du coup, hommage aux boutiques de wax et à l'histoire de Nana Benz. Trop joli. Superbe plafond qui donne un volume dans ce petit cocon c'est génial parce que c'est à la fois un petit cocon très coloré, très joyeux et en même temps il y a ce plafond en miroir qui donne une espèce d'ouverture et de perspective, très très bel endroit. Ouais. Sharon, on se sentait prêt à ouvrir un deuxième. On avait très envie parce que Laurent comme moi, on est quand même
on est plus des entrepreneurs que des gestionnaires. Même si dans notre quotidien, on est plus Il faut gérer. Des gérants d'entreprise que des entrepreneurs, mais on a envie de créer. Quand je dis qu'on est des ambitieux sur Beaumaillé, c'est qu'on n'a jamais eu l'ambition d'ouvrir un seul restaurant et d'avoir notre restaurant et d'être dedans, etc. Nous, on veut faire rayonner Beaumaillé. On rêve que Beaumaillé soit ailleurs en France, que Beaumaillé soit ailleurs dans le monde. Enfin, en fait, il y a tellement d'endroits où les nourritures africaines sont inconnues. Aujourd'hui, si on regarde, je sais plus si c'est le top 50 ou le top 100 des chaînes de food mondiales, il n'y a pas une chaîne africaine. C'est même pas que c'est sous-représenté, c'est que c'est pas représenté. Ça n'existe pas. Tout est à faire. Tout est à faire. Et voilà, évidemment, enfin, moi, je me dis tout le temps, je rêve, par exemple, de faire manger africain des Japonais à Tokyo, mais tout comme je rêve que Beaumaillé soit en Afrique parce que c'est son essence, c'est son ADN. Et tout comme je rêve que Beaumaillé soit à New York parce qu'en fait, une fois qu'on est aux US, on est capable de toucher tout le monde. Et aux États-Unis, il y a quand même une histoire forte avec les personnes afrodescendantes. Donc, en fait, ça aurait tout son sens d'être aussi aux États-Unis. Mais alors, attendez, mais pourquoi on n'y est pas, là? Parce que construire un business, je pense que ça prend du temps. Et en tout cas, c'est ma conclusion aujourd'hui. Je pense que ça prend du temps et que c'est du temps qui est non compressible et que toutes ces années... Il faut passer par là. Il faut que tu développes, il faut que tu prouves. Après, c'est que mon point de vue parce qu'il y a plein d'autres histoires qui prouvent le contraire et qui vont très vite, etc. Moi, je pense que les années qu'on vit depuis l'ouverture, c'est des années d'apprentissage. Je dis tout le temps, c'est mon école, quoi, Beaumaillé. C'est un laboratoire. C'est un laboratoire où on apprend tout. Parce que aujourd'hui, du coup, on n'a plus de chef depuis 1 an maintenant. Ouais, 1 an. Et du coup, Laurent a repris beaucoup de choses en cuisine. Donc, il commence à déléguer parce qu'on a un manager maintenant à qui on délègue plus de choses. Mais en fait, je pense que c'est essentiel de passer par là. En tout cas, dans notre façon de voir le truc. Vous avez tout charté, vous avez mis en place les process. Donc, en gros, derrière, c'est remplaçable. De tout comprendre. D'être capable de faire et de montrer aussi, enfin, moi, j'ai aucun problème à, je sais pas, nettoyer mon resto, tout nettoyer, etc. et d'insuffler ça à l'équipe, quoi, qu'il n'y a pas de... Enfin, en fait, c'est pas parce que nous, on est les patrons qu'on fait pas des trucs chiants et vice-versa pour vous, quoi. C'est pas parce qu'il y en a un, je sais pas, qui a un statut plus élevé en cuisine qui va pas faire la plonge ou... Enfin, je pense que c'est important. En tout cas, c'est notre vision du truc actuellement. Parce que vous avez cette échelle aussi. On est sur des petits... Exactement. C'est pas des cuisines. Et parce que c'est aussi une question de... Enfin, je dis ça, mais si demain, on me donne 10 millions pour développer des Beaumaillé, je sais pas si je serai encore dans tous mes restos, etc. Peut-être que je serai en train de développer, peut-être que je serai ailleurs. Donc, bien sûr. C'est l'histoire, comment elle est aujourd'hui. Et c'est du coup la vision que j'en ai par conséquent. Bien sûr. Mais du coup, le deuxième, on se sentait prêt. On a envie d'ouvrir. On a envie d'en ouvrir plein. On a mis longtemps à le trouver. On a visité beaucoup. On a fait beaucoup d'offres qui n'ont pas abouti. Et celui-là, ça s'est fait hyper vite. Donc, moi, je me dis, il faut pas forcer. En fait, quand ça marche, c'est que ça doit être là. Et quand ça marche pas, c'est pas grave. Et du coup, Charonne, on aimait trop le lieu. Le 11e, c'est un arrondissement qu'on aime beaucoup. Il y a une terrasse tout petit. Donc, on a directement pensé aux boutiques de wax, qui sont des endroits très exigus. Où on se sent un peu à l'étroit, où on a l'impression que il y en a partout, qu'il y a des couleurs partout, des tissus partout. Donc, c'était vraiment le lieu ultra propice. Et en fait, ouvrir un deuxième, c'est le luxe d'ouvrir avec toute l'expérience du premier, quoi. Je dis tout le temps. Et encore aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que là, on a tous les problèmes. C'est dans le premier à Paradis. À Charonne, c'est fluide. Enfin, c'est le petit dernier. C'est toujours pareil. Tu vois, l'autre, il essuie les plâtres, en fait. C'est vrai. Non, mais c'est ça. C'est fluide. On a nos process. Notre équipe, elle a même pas bougé depuis janvier. Donc c'est pensez pour la team et le staff de Paradis. Non, les problèmes. En vrai, je dis tout le temps. Enfin, les problèmes de staff, c'est quand même un sujet très récurrent dans la restauration. Mais je trouve que nous, ça va. Après, encore une fois, on n'a pas des équipes de 100 personnes. Oui. En tout, aujourd'hui, on est une petite quinzaine. Donc forcément, je vais pas avoir 20 personnes qui partent d'un coup parce que j'en ai que 15. Bien sûr. Mais... Oui, mais c'est un indicateur, le turnover et les départs, c'est vraiment symptomatique. Mais on a quand même un noyau dur. En cuisine, on a un noyau dur. On a des personnes qui sont là depuis 3 ans avec nous. Donc c'est quand même... signifiant. C'est signifiant et en fait, ça permet quand même d'avoir une sorte de stabilité. On n'est pas en train de former des nouveaux tout le temps, quoi. Il y a une constance. Il y a une constance. Et en salle, ça bouge un peu plus, mais parce que les métiers en salle, c'est plus des petits contrats, c'est des étudiants qui vont changer ce qu'ils vont faire l'année prochaine, etc. Oui. Dans ce type de gastronomie, oui, forcément. Ouais. Oui, exactement. On n'est pas dans. Je connais évidemment pas le quotidien des restos gastronomiques et ce genre de choses. Mais du coup, Charonne, ça se fait en fait.
je pense en 2 mois, c'était posé et on y est parce que on est dans nos restos. Ça, on n'a pas besoin d'y être, quoi. Ça tourne, c'est stable, le business, il est maîtrisé, l'équipe, elle est stable. Enfin, il y a tout qui va bien, quoi. Quand je dis tout le temps, tout va bien, mais. Trop bien. Ouais. On adore ce genre de phrase. Oui. Projetons-nous. T'as envie de quoi? Quels va être les prochains steps? Si quelqu'un qui nous écoute se dit non mais en fait moi je vais aller les voir avec mes millions qui viennent. on saurait comment faire. Non mais est-ce que c'est une ambition? Est-ce que vous auriez envie que des gens montent à bord justement et vous emmènent plus loin, ou est-ce que tu te dis non mais moi je veux quand même garder une maîtrise et développer de manière très organique les choses, quitte à prendre plus de temps mais qu'on garde la main sur le... Alors, un mix des deux. Aujourd'hui, on est quand même bien entouré. On a des investisseurs qui sont rentrés en cours de route, qui nous font confiance, qui nous aident aussi. Pas au quotidien. Vous êtes quoi, par le conseil, par les choses comme ça, ouais. Pas au quotidien, mais quand on a des questions à poser, des questions stratégiques, etc. Quel genre de profil c'est? Des entrepreneurs? Ouais, on a des entrepreneurs, on a un fonds d'investissement dans la food, donc qui investit que dans des business de la food. Donc c'est plutôt des gens qui connaissent la réalité de cet environnement. Qui ont une vie, enfin en fait on en a qui ont la vision food, on en a qui ont la vision business. Donc vraiment, pas mal. On est bien entouré. Okay. Je le dis tout le temps et on se le répète souvent avec Laurent et ça me, enfin à la fois c'est une chance, à la fois je me dis avec un tel entourage on a encore moins droit à l'échec. Ouais. Ouais, ceci dit, si tu peux les solliciter, oui, pour être accompagné, c'est idéal. Donc, on est bien entouré. Là, on a un peu un développement de prévu sur les prochaines années où on sait on sait là où on veut aller. Tu parles d'objectifs là. Tu parles d'objectifs et de moyens pour le faire aussi. Donc on a un peu capé de ce côté-là. On veut continuer à se développer à Paris, mais on a aussi envie de créer entre guillemets, garder la marque Beaumaillé mais créer autre chose avec. Parce qu'on a envie de se diversifier. Parce que voilà, aujourd'hui le burger ça marche. Peut-être que dans un an il y a un autre produit qui va sortir et que plus personne mangera du burger. Et l'idée c'est de l'emmener la marque en dehors de la food pour ça? Non, pas en dehors de la food. D'accord, de rester dans la food, mais le décliner sur peut-être d'autres... Et toujours en lien avec l'Afrique. Bien sûr. Mais sous un autre format. D'accord. Et qui nous permettrait aussi de toucher des autres spots dans Paris, des autres locaux, etc. Donc, plus agile, moins vulnérable, de fait, parce que vous mettez pas tous les œufs dans le même concept, dans la même idée du Très burger. Bien résumé, exactement. On a vraiment envie de se diversifier. Je pense que, je dois pas être la seule à le dire, et en tout cas, si on jette un coup d'œil aux médias, le marché de la restauration, c'est un marché qui est compliqué. On sait pas quand on va sortir de cette phase. Et donc, autant je suis une éternelle optimiste, autant c'est quand même important d'observer ce qui se passe, d'observer son environnement, de regarder ce qui marche aujourd'hui sur le marché de la restauration. Et en fait, juste quand on regarde et aussi quand on voit, vu qu'on est dans nos restos, on voit comment les gens y consomment. On voit, moi je sais pas, par exemple, je vois beaucoup plus aujourd'hui des gens hésiter. Je sors toujours cet exemple, mais en fait, quand on prend un burger, on prend des frites avec. On vient pas juste manger un burger. En fait, des gens qui hésitent à prendre la frite et on voit que c'est une question de prix, on le sent. En fait, dans ces moments-là, on se dit, ok, il faut écouter ces signaux, quoi. Ouais, tu dis un truc qui te paraît très évident, mais pour voir, et j'enfonce une porte ouverte, une palissade, faut observer. Ouais. Et quand on est dans la restauration, observer, c'est parfois un luxe, parce qu'on en a ni le temps, c'est vrai. ni la capacité, parce qu'on a le nez dans la trésor, dans la cuisine, dans le truc. Être capable d'observer, avoir le temps, se donner le temps pour voir justement les clients et la manière dont ils vivent l'expérience, c'est pas si courant que ça. Ouais. Mais ça vient aussi du fait que, moi, par exemple, et Laurent un petit peu moins parce qu'il est beaucoup dans l'opérationnel de la cuisine. Mais moi, je suis encore beaucoup en service. Ouais. Mais aussi parce que j'aime bien. Ouais. Mais tout le temps, et c'est marrant, tu vois, tu regardes. Ah bah oui. Ouais. Et je parle avec eux. Mais parce que, parfois il y en a qui me connaissent, donc forcément ils vont me parler. Et deux, en fait, j'ai l'impression d'être chez moi, en fait, dans mon resto. Donc j'ai, entre guillemets, la tchatche facile. Quand je sens que je peux parler, je parle. Après, tout le monde a pas envie de parler. Je pense pas les gens à parler non plus, mais. Alors. Mais oui, on voit que les modes de consommation, ils changent. On sent que le marché, il change. On le voit quand on regarde à l'extérieur. Et autant, je dis souvent à Laurent, on sait ce qu'on veut faire, on sait ce que c'est Beaumaillé, il faut rester focus. Il faut pas commencer à s'éparpiller parce que un tel a dit ça, un tel fait ci, un tel fait ça. Moi, je dis tout le temps, j'aime pas trop donner des conseils parce que chacun a son propre truc. Et j'en demande, mais on en demande quand vraiment on doute, mais en essayant toujours de se recentrer. Ok, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi la ligne? Et il faut que la décision, elle vienne de nous. La décision, elle vient jamais d'ailleurs. Et du coup, autant je pense qu'il faut rester focus sur ce qu'on fait et dérouler le tapis. Mais faut pas rester insensible non plus à ce qui se passe. Ouais. Et là, le marché est quand même pas bon. Et du coup, faut regarder. C'est pour ça qu'on se dit, il faut se diversifier. Donc, en créant toujours sur la marque Beaumaillé, mais d'autres enseignes.
Et tu veux dire dupliquer le concept ou le déplacer un petit peu? Non, avoir un Beaumaillé, mais qui fasse autre chose que de servir des burgers. C'est ça l'idée. Créer une autre offre. Du coup, dans un lieu différent, D'accord. dans des quartiers différents, Okay. dans des quartiers qui seraient plus affinitaires avec ça. Ouais. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut se développer hors Paris. Parce que... On se parle de région? Ouais. Ou de banlieue? Oui, région. des régions, oui. Parce que, pareil, dans une optique de se diversifier. De se dire Paris, c'est quand même une ville qui est hyper saturée, où il y a de la nouveauté tout le temps, où il y a plein de trucs comme le télétravail, comme un quartier. Enfin, nous, on le voit à Paradis. On avait une rue de ouf. Il y a eu des travaux, une rue nulle, quoi. Il y a plus de trafic. Mais en fait, demain, on n'est pas à l'abri que ça se passe à Charonne aussi. Je vais pas dire qu'on aura pas ça dans des plus petites villes. Enfin, qui restent des grandes villes quand même. On va pas se développer à Dunkerque. Mais enfin, peut-être un jour, mais bon, c'est pas dans l'idée, en tout cas, tout de suite. Mais voilà, c'est de se dire pas mettre ses œufs dans le même panier. Ouais. Et en fait, entre guillemets, quand on a ouvert à Paris la première fois, j'estime qu'on a fait un coup. Faire des burgers africains, c'était nouveau, personne connaissait, c'était la nouveauté. Et ça, aujourd'hui, on peut plus le faire à Paris, on est plus nouveau. Par définition, ouais. Par contre, dans des autres villes, on est capable de le faire. Ouais. On est capable d'avoir cette lumière à nouveau sur Beaumaillé pendant 6 mois, 1 an. Ouais. Mais sauf que là, on l'ouvrirait en ayant, comme je disais tout à l'heure, le squelette des Beaumaillé, les process, tout en fait. Donc voilà, c'est un peu les deux projets sur lesquels on est en train de travailler en ce moment. Et après, bien sûr, Beaumaillé Burger a vocation aussi à se développer plutôt, à Paris, je veux dire encore, mais on peut pas être sur tous les endroits en même temps. Bien donc sûr, pour l'instant, le focus c'est être à Paris, mais sur un format différent de Beaumaillé et commencer à développer Beaumaillé Burger ailleurs. Et garder la main, vous avez pas envie de franchiser, de confier les process. Après, sur le ailleurs, bon, la première ville, ça serait Rennes. Ah. C'est suffisamment avancé pour que je le dise, mais bon, c'est jamais tant que rien n'est signé, on peut jamais se projeter non plus. Mais en tout cas, si ça se fait pas là, ça se fera un jour. Rennes, c'est Laurent est breton. En plus d'être congolais, il est breton et très fier des lettres. Il a toujours dit mon rêve, c'est d'ouvrir à Rennes. Et très dynamique, Rennes. Très dynamique, très étudiant, beaucoup très jeune, ouais, bien sûr. Ouais. Très petite, ville à taille humaine. Galette de saucisse tremble, les burgers arrivent. Et je pense aussi que dans l'entrepreneuriat, au-delà de écouter son fil rouge, écouter le marché, etc. Faut aussi faire des trucs qui nous font kiffer, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Et Rennes, ça fait kiffer Laurent. Moi, je m'en fous. Que ce soit Rennes ou Lille ou Marseille, ça m'est égal. Mais Rennes, c'est vraiment un projet tout le cœur de Laurent. On y met du cœur, ouais. Exactement. Et je pense que c'est hyper important. Parce c'est une énergie. C'est ça. Ça débloque une énergie de fou. C'est dur d'entreprendre, c'est dur au quotidien. Et il faut qu'on continue de s'éclater, qu'on continue de s'amuser et qu'on se dise, waouh, on a fait ça. Des trucs. Je veux dire, il y a 4 ans, on avait 0 resto. Là, on en a 2 à Paris. Peut-être que moi, qui ai nigosé, dans 1 an, j'aurai un resto à Rennes. Ça n'a aucun sens. En même temps, c'est ça qui est un peu joyeux, un peu cool. Et à Rennes, par exemple, l'idée, c'est de faire un premier test sur c'est une franchise, mais sans être une franchise. C'est plus une association qu'une franchise. Donc, créer un peu notre propre modèle. Forme de cogérance, un peu, ouais. Exactement. Okay. Pour avoir des gens de confiance sur place. Des entrepreneurs qui pourraient être partie prenante du truc, avoir des parts. Qui ont une affinité avec Beaumaillé. À qui nous, entre guillemets, on offre le package d'une marque comme Beaumaillé à quelqu'un qui va entreprendre, du coup, quelqu'un qui entreprend avec un peu moins de risques. Mais vous allez les trouver dans votre communauté. Oui. Après, pour l'instant, on focus avec des gens qu'on connaît. Mais oui, l'idée, c'est en tout cas d'avoir un premier test à Rennes. Passer du temps à processer encore, parce que c'est encore des autres process bien sûr. C'est notre environnement, c'est notre clientèle, exactement. C'est plein de trucs. Donc, passer du temps à y être, à comprendre comment ça marche, à comprendre comment on lance ça, à comprendre aussi comment on transmet ça d'un niveau juridique, comptable, etc. Et ensuite, une fois qu'on a le modèle, pouvoir développer à plus grande échelle. Trop bien. Rennes, dans 10 ans, on se la fait à Manhattan. Pas mal. 10 ans, je pense que c'est possible. Je crois au fait que c'est exponentiel, que au début, ça prend beaucoup de temps. On dit tout le temps, je sais plus c'est quoi la phrase, mais que on a toujours l'impression que les entrepreneurs, ils réussissent du jour au lendemain, mais que le jour au lendemain, il prend 10 ans, en fait. Exactement. 10 ans où on travaille dans l'ombre et on voit pas ce qui se passe. Et du coup, je crois un peu en ça. Je crois que les premières années sont hyper difficiles, qu'on apprend dans le dur, quoi. Vraiment, parfois, je me dis, mais bien sûr, parfois, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Et je sais pourquoi je fais ça et c'est ce qui me fait tenir. Mais que voilà, on est dans le dur, puis jusqu'au jour où on trouve le bon fit. Où on fait un petit copier-coller et puis d'un coup on peut faire un grand copier-coller et puis d'un coup ça devient on se lève, on se met sur la planche et on prend la vague et c'est parti. Exactement. C'est vrai que le surf c'est une bonne métaphore parce que le surf
Tu galères, Tant qu'on apprend, on kiffe pas du putain. tout et c'est un des sports les plus ingrats. Et en fait, à chaque fois, je surfe un peu, mais pas assez pour surfer vraiment la vague. Pour avoir du coup, ce à chaque truc. fois, je recommence de zéro. Et c'est vrai que quand on prend la vague, c'est fun. C'est le but ultime. Bon, bientôt. Ouais. Merci Camille. Avec plaisir. Prendre la vague n'est pas une évidence. C'est ce dont on rêve tous. Mais pour ceux qui ont déjà fait l'expérience concrète du sport en question, avant de se lever sur la planche et de glisser correctement, il faut passer un temps considérable et c'est très ingrat. Et c'est finalement apprendre dans le dur, comme dirait Camille. Vous l'avez entendu, elle ne romantise rien. Ici, on n'est pas dans le fantasme. Elle nous a parlé chiffres, équipe, fatigue, rigueur, mais sans jamais éteindre la passion. Elle dit la lucidité qu'il faut avoir pour durer, le réalisme qu'exige ce métier et la nécessité d'un ancrage collectif pour ne pas s'y brûler. Ce qu'elle construit avec Beaumaillé, c'est peut-être une forme de maturité nouvelle. Une génération qui ne confond pas l'envie et l'improvisation, qui ne se cache pas derrière le storytelling, mais qui le manie consciemment et sincèrement, qui sait que la créativité n'existe que si le modèle tient debout. C'est du concret, du tangible. Et oui, ils ne sont ni Camille ni Laurent nés dans une cuisine. Ils ne sont pas chefs et n'ont pas ni cette prétention ni cette envie. Pourtant, ils ont envie d'œuvrer en restauration et je crois pouvoir dire qu'ils font ça très bien. Merci Camille pour cette parole franche, lucide, inspirante et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Allez faire un tour chez Beaumaillé, 16 rue de Paradis ou 15 rue de Charonne, à Paris et bientôt allez partout en France. Je vous le souhaite les amis. Chers amis auditeurs, auditrices, n'oubliez pas de noter le podcast, de laisser un commentaire, c'est ce qui nous aide à faire connaître ces histoires et à soutenir celles et ceux qui animent, façonnent les métiers de la restauration. À très vite pour un nouvel épisode, vous le savez, le lundi, portrait de chef, le vendredi, portrait de chef d'entreprise. Alors à très vite pour une nouvelle histoire à partager entre passionnés de gastronomie. Salut!